Waouh! Il en croit pas ses yeux, Bruno! Il en croit pas ses yeux, Bruno! Il en croit pas ses yeux! Le regard était apeuré à la fin de la deuxième. Il l'arrête! Mais il l'arrête! Mais il l'arrête! C'est pas possible! Mais on n'a pas eu un exploit comme ça! On n'a pas eu un exploit comme ça en France depuis combien de temps? Mais non! J'y crois pas! Waouh! Mais non! Oh! Waouh! Il l'a arrêté! C'est pas possible! Bruno! Il n'y avait pas aussi... Et bonsoir à tous les amis, bienvenue au Fighter Club Sunday, deuxième épisode tous les dimanches 22h30 jusqu'à environ minuit. Le meilleur de la planète combat vous est proposé en vidéo, que ce soit l'UFC, que ce soit les organisations françaises ou alors un choc exceptionnel en boxe. Vous n'allez rien manquer, que vous soyez follower sur la chaîne Twitch RMC Sport, bienvenue à vous. Les fameux abonnés RMC Sport, ceux qui n'ont rien manqué ce week-end ou alors qui dormaient et qui n'ont pas eu le temps de regarder le replay, vous êtes les bienvenus également. Je tiens à vous rappeler qu'à la fin de l'émission, on vous fait gagner 4 places pour le KSW Paris et également des exemplaires du livre d'Alexandre Herbinet pour vous régaler sur les fêtes de fin d'année, bien évidemment, avec des événements. On va vous présenter le sommaire de l'émission en images, encore une fois, et puis après, je vous présenterai mes invités qui vont m'accompagner. On va revenir, bien sûr, sur l'exploit de Bruno Suras qui allait s'imposer à Tijuana devant 27 000 personnes, le domicile de son adversaire Munguia qui avait affronté Canelo cette année. C'est l'un des plus grands exploits de la boxe tricolore depuis une soixantaine d'années environ. Il passe de 55e mondial à top 10 mondial. On reviendra également sur la dernière de l'UFC, Joaquin Buckley qui s'est imposé face à Colby Covington et qui s'affirme comme une vraie menace. Il y a aussi nos Français qui nous donnent des nouvelles du côté de l'UFC, l'annonce du combat de Nassour Jimavov et celle d'Oumar Sy. On va vous détailler ça dans l'émission. On reviendra également une dernière fois sur Cyril Gane et cette blessure à l'orteil, à quel point ça a pu être impactant. Et à la fin, on ira vers ce grand rendez-vous, le KSW Paris, Saladin Parnasse, Aubervilliers face à Marseille, Wilson Varela, son challenger, ils sont amis, ils se sont déjà entraînés ensemble, ils vont devoir tout oublier pour se régler dans la cage. Et on aura comme invité avec nous Romain Debienne qui lui aussi va compléter cette superbe carte du KSW Paris et une petite chronique sur un combattant que vous ne connaissez peut-être pas, Amaury Wako. J'ai plus de souffle, c'est terrible, hein, ce sommaire est très très long, donc je vais passer la parole à mes invités puisque je suis très bien accompagné une nouvelle fois ce dimanche et c'est un casting un petit peu différent. Je vais me tourner à ma droite et j'ai Morgane Dehey qui est combattante hexagone MMA chez les moins de 52 kilos, combattante invaincue. Comment ça va Morgane ? Ça va super, merci pour l'invitation. Écoute, merci à vous, merci au public. On est très très content de t'avoir et j'espère que vous donnerez beaucoup de force à Morgane puisqu'on va vous mettre des extraits de ses combats. Vous allez vite comprendre son style de combat qui est très 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 affirmé. Merci Sacha. Merci d'être là parce que tu viens du sud de la France. C'est pas facile de t'attraper sur Paris mais on y reviendra. On sait que tu t'entraînes du côté de l'US Métro. Et tu es bien accompagné de François Maubert, le kiné de guerre qui s'occupe de quasiment toute la planète combat en France, qui a voyagé à travers le temps et l'espace et toute la planète aussi pour accompagner certains combattants dans les plus grandes organisations. Comment ça va François ? Merci beaucoup, merci à toi, merci de m'accueillir sur cette chaîne et on espère voir pas mal de choses intéressantes. On rappelle bien évidemment que le chat est à votre disposition sur Twitch, on voit tes meilleurs moments. Donc on voit Oumar Sy, on voit Francis Ngannou, enfin il y a du très très bon monde. Il y a eu Cyril Gane également et c'est toi qui vas nous aider à y voir clair un petit peu sur cette blessure. Mais avant ça, on va revenir sur l'histoire d'un exploit en fait. Hein. C'est ce Bruno Suras. Alors on va remettre le contexte un petit peu en place. On a une fin d'année de luxe avec beaucoup d'événements de boxe. On a ce Français qui était annoncé face à Jaime Munguia. Et en fait, on va pas se mentir, c'était un tune-up fight, comme on appelle dans la boxe. C'est-à-dire que Munguia voulait s'échauffer, entre guillemets, face à Bruno Suras. Et finalement, le plan ne s'est pas du tout passé comme prévu, puisque Suras a mis le premier KO de la carrière de Munguia. Et on est très, très, très content, puisqu'il avait répondu aux questions d'Alexandre Herbinet avant le combat. On l'a avec nous ce soir, Bruno Suras, en visio. Alors, je ne sais pas si bon temps, Bruno. Ah, il est là. Ah, on a pris quelques coups quand même, mais le sourire est de la partie. Ouais, toujours. Ça reste un combat de boxe, donc il y a des petites traces, mais ça va. Dans l'ensemble, il n'y a pas de bobo. Alors, je ne sais pas si tu as attendu mon introduction, mais c'est un peu ça, si je dois vulgariser. Munguia, il pensait que Bruno Suras, c'était un combat de préparation, et au final, c'est le premier KO qu'il encaisse dans sa vie. Ouais, non, clairement, c'est clair qu'il m'attendait pas là et qu'il voulait préparer, soigner vraiment son retour à la maison
avant de faire une belle année 2025 chez les super moyens. Donc, ouais, c'est clair que je suis venu gâcher cette fête. Bon, en tout cas, on est copains. Si vous avez des questions pour Bruno, n'hésitez pas. Mais là, c'est le sourire qui prédomine. Nous, on est tous souriants autour. Les questions, je sais pas, mais en tout cas, félicitations Bruno. Ouais, c'est Merci d'avoir fait briller le Merci drapeau beaucoup, c'est gentil. jusque là-bas. Dans un stade de foot à Tijuana, C'est gentil. 27 000 personnes. Et en fait, tu as impressionné un petit peu tout le monde, jusqu'à l'un des goats de la boxe que tu as croisé, Chavez, qui te félicite, etc. C'est que tu as un petit peu gâché la fête mexicaine, mais tu as gagné le respect aussi de toute une nation de boxe après ça. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je suis venu là-bas vraiment pour montrer qui j'étais, me faire découvrir du grand public, tu vois. Je découvre un public, le public me découvre, un public américain. Donc, c'était une opération totalement bonus pour moi. Donc, pas de pression négative par rapport à ça. Et du coup, tu disais aussi avant combat, Munguia, c'est le genre de combattant qui a deux modes. Il a le mode un petit peu ceinture mondiale, etc. Et puis il a le mode prépa où des fois il peut laisser des failles. Là, concrètement, tu l'as trouvé la faille. Bah, on avait pas mal vu ces combats. Enfin, c'est déjà un combattant qu'on regardait avant. Et on avait constaté qu'après chacune de ses attaques, il avait un petit relâchement défensif, souvent. Donc, le but, c'était de le faire suivre. Et une fois qu'il se pressait pour attaquer, bah, il allait faire ce petit relâchement-là. Et c'est souvent après ça, il m'a fallu quelques rounds pour trouver ce timing. Et c'était après ça qu'on travaillait, quoi. Tu as débarqué dans le stade de Tijuana avec ta meilleure écharpe de l'OM et un petit peu comme un symbole. Tu sais, on dit que la boxe, parfois, c'est un peu un sport qui est scripté. Toi, tu es allé en dehors du script. Tu as dit non, les gars, ça va pas du tout se passer comme ça aujourd'hui. On a une pensée pour toi parce que du côté de Marseille, il y a un autre combattant, mais qui lui n'est pas boxeur, qui fait du MMA. C'est Wilson Varela et il a un message pour toi. Donc, on voulait te passer ce message de Wilson. Voilà Bruno, je suis vraiment très heureux. Bon, tu le sais déjà que je suis vraiment heureux. Je vais te lâcher une larme ce matin, à 7h du matin, frérot. Mais vraiment, je suis très content pour toi. C'est le travail, tout ça depuis des années. Champion de France, champion d'Europe. Maintenant dans le tas du monde, frérot. Je suis très content pour toi. Ce n'est que le début. Voilà, bon, le travail continue. Et en plus, tu le sais, tout le monde le sait, on nous a rien donné. Mais on va tout prendre. Ça te fait plaisir ce petit message de Wilson ? Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Puis après le combat, moi, on s'est un petit peu appelé, parce que lui, il a une échéance dans pas longtemps. Ça fait des années qu'on s'entraîne aussi ensemble. Donc, on se pousse tous les deux mutuellement. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Son petit message, il fait vraiment plaisir. Regarde la petite photo là. Vous avez, vous deux, puisqu'en fait, vous avez un coach en commun. Donc l'un excelle en boxe anglaise, l'autre excelle en MMA. Concrètement, est-ce que Marseille a un petit peu préparé le terrain pour une climatisation qui pourrait se poser du côté du KSW Paris avec potentiellement un exploit aussi de Wilson ? Est-ce que tu y crois ? Bien, j'y crois à 100%. Wilson, c'est vraiment un compétiteur. Il est fait pour ce type d'événement. Il se transcende vraiment. Quand il rentre dans la cage, quand il y a de l'enjeu, quand il y a du public, c'est vraiment un mec qui se transcende et qui est capable de vraiment grandes choses. Donc, je pense qu'il va en surprendre plus d'un, et il l'a déjà fait par le passé. Je pense qu'il va le faire encore une fois le 20 décembre. Je vais pas te prendre trop de temps, Bruno. Je vais poser une dernière question. C'est quoi la suite pour toi ? Parce que tu es passé de 55e à 9e mondial dans le classement BoxRec, qui est un site de référence. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Une revanche de Munguia qui dit non, j'étais pas prêt sur ce coup-là ? Ou alors est-ce qu'on peut rêver encore plus haut dans cette catégorie où vous êtes pas mal de Français, parce qu'il y a Christian Mbili, il y a Kevin Lesadjo. Toi, c'est pas ta catégorie naturelle, parce qu'en plus, il change de caté quand il fait ça, Bruno. C'est ça qui est fou. C'est quoi les projets pour toi maintenant ? Non, c'est pas ma catégorie. Bah, franchement, là, c'est compliqué de te dire quelque chose, parce que je serais un menteur si je t'affirmais quelque chose. Donc, je pense on a la perspective d'une revanche sûrement. Peut-être qu'on aura d'autres opportunités en super moyen, mais moi, vraiment, l'essentiel, ma catégorie, c'est les poids moyens, quoi. C'est là où je suis le mieux, et c'est là où je suis le plus optimisé pour combattre, quoi. Donc, si on a des opportunités, on les étudiera, mais
Mais là, vraiment prendre cette fin d'année pour se reposer un petit peu et démarrer 2025 à bloc, parce que ça va forcément nous ouvrir des portes, quoi. On aura des gros défis, je pense, en 2025. Bah, j'imagine que ton portable, il a dû bien vibrer aussi. Je pense, après ce combat, il a dû se passer des trucs de fou. Franchement, non il s'arrête pas. Ah, franchement, le téléphone, il s'arrête pas. Mais même avant, j'ai reçu quand même beaucoup d'amour. J'ai reçu pas mal de messages d'encouragement. Franchement, ça fait plaisir. Il y a pas mal de monde qui s'est mobilisé autour de ça. Donc c'était cool. Avant, après, j'ai vécu une semaine vraiment je me suis fait kiffer du media workout jusqu'à la conférence de presse, la pesée, le stade. Enfin, pour un passionné de boxe, franchement, j'en ai pris plein les yeux toute la semaine. Toute la semaine, je me suis fait kiffer. C'est le week-end qui peut changer ta vie. On illustrera ce changement de vie avec ce petit bout de vidéo où on voit Chavez te taper la discute. Ça t'a dit quoi concrètement? Bah, il m'a dit que j'avais fait un bon combat et que j'étais un bon combattant, mais encore une fois, j'étais sur le ring et je me dis, waouh, il y a Chavez. Enfin, vraiment comme un fan, hein, je me suis fait kiffer jusqu'à la fin. Je suis dans un stade, je rentre, je vois la foule en face de moi. Ah, Je me dis, c'est lui, oh, le je suis fan, dans là, un stade. Là, c'est un truc de fou. Et je finis ce combat, je me dis, ah, je vais faire une photo avec Chavez, il y a Chavez en bas. Même, il y a Jimmy Lennon qui m'annonce. Enfin, c'est un truc de fou. Et je pense que je vais mettre du temps avant de digérer toutes ces informations. Ça va prendre du temps, mais franchement, j'en ai pris plein les yeux toute la semaine. Toute la semaine. Même les Mexicains, c'est des passionnés de sport, c'est des passionnés de sport de combat. Ils sont vraiment très accueillants. C'était vraiment ouf. Bon, en tout cas, tu as marqué l'histoire du sport français, de la boxe en France, et on a hâte de découvrir la suite. On va te laisser te reposer un petit peu. Mais merci beaucoup, en tout cas, Bruno, d'être venu nous confier ces quelques mots. C'est hyper gentil de ta part. Bah, merci à vous, en tout cas, c'est super cool ce que vous faites pour les combattants et ça fait avancer les choses. Donc merci à vous. Bon, on a hâte de voir la suite, en espérant que ce soit à nouveau sur RMC Sport et qu'on puisse revoir Thomas Desson, John Dovey se péter la voix sur ce combat. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le regarder, le combat, si vous voulez, on l'a préparé. J'ai vu en replay, mais pas en direct. On a préparé des petites images, justement. Si toi aussi, François, tu veux voir un petit peu en détail ce qui s'est passé, parce que c'est plus difficile, ça a été plus difficile qu'il n'y paraît. Il a été, justement, Bruno, un petit peu dérangé dans le deuxième round. Mais après, il y a une espèce de comeback venu d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on peut nous jouer ça, Tristan? Je crois que dans le quatrième aussi, il me semble. Quatrième aussi? Ouais. Il a été compté, si je dis pas de bêtises. Allez, on va regarder. Alors, c'était commenté par Thomas Desson, par John Dovey, comme d'habitude. On salue, hein, bien évidemment, tous ceux qui sont dans le chat, Croc Black, Oliveman, etc., tous les abonnés RMC Sport qui nous regardent, qui ont pu profiter de ce spectacle. Bon, j'espère que ça donnera des envies à ceux qui sont dans le chat aussi de s'abonner un petit peu pour profiter de ça. Donc là, on est sur le tout début du fight. Bon, Munguia, on sent qu'il est à la maison hein, très tôt dans le combat. Même dans son entrée, il y a les mêmes, on aurait dit, tu sais, un peu trop confiant peut-être. Ouais. Après, les boxeurs ont ça aussi. Donc là, il y a ce down. Bon, a priori, tu vois, au Mexique, tout se passe comme prévu. On est dans ce cadre de combat de préparation, etc. Bruno qui se relève. Imagine les parieurs, là, ils sont fous. Ah, mais là, t'imagines de l'un à l'autre, ça doit être une folie. Et on voit après tout le côté un peu tenace hein, de Bruno, qui est dans les cordes, voilà, qui continue, qui encaisse, qui accepte. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le chat, hein, c'est contre le cours du combat un petit peu ce qui s'est passé. En fait, c'est un moment de grâce, c'est un espèce de miracle. Hein. C'est clair. Après, il a quand même analysé le fait qu'en sortie, il y avait une main basse, tu vois, ça c'est quand même fort. Et il l'a eu exactement sur ce qu'il avait parié, quoi. Et en plus, derrière, tu vois des vidéos d'entraînement de Bruno où tu vois que le 1-2 un petit peu comme ça, serré, il l'a travaillé, mais une dizaine de fois juste avant. Ouais, c'est beaucoup de travail, quoi, c'est ça qui est ouf. Et puis derrière, on a le chaos. Alors, on va continuer de parler un petit peu boxe parce qu'il y a de très gros rendez-vous en cette fin d'année, notamment le combat de Rima Ayadi, il y a Usyk Fury qui arrive très vite, etc. On a un nouvel invité, hein, je vous mets bien aujourd'hui. On a ramené la crème de la boxe. On a Souleymane Sissoko qui est en visio, je pense, avec nous, qui est là. Comment ça va, Souley? Salut la team, ça va la forme? Bah écoute, on va au top, ça fait plaisir de te voir souriant comme ça. Alors je suis avec François Maubert qui je crois a déjà travaillé avec ton frère, je suis avec Morgane Dehaye qui est une combattante de MMA qui a tout de suite une exclamation quand on a dit que tu étais là.
concrètement, on a une fin d'année de fou et ce premier événement, c'est un peu le début de ce qui se passe. T'es pas d'accord ? Ah, je suis d'accord, hein. Franchement, là, on a une fin d'année de dingue. On est très gâtés. Et puis, voilà, la boxe se porte bien. Souvent, on dit que oui, la boxe va mal, etc. Là, les Français nous l'ont prouvé encore ce week-end. Donc, je suis très content de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans le monde de la boxe, que ça représente ce qu'il a fait Bruno Suras ? Parce que c'est peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte en France de la portée de ce qui a été accompli. En fait, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense qu'en France, on a rarement vu, voire jamais vu un boxeur faire ce qu'il a fait. Rémi Munguia, c'est le numéro 2 mondial, juste derrière Canelo. On parlait d'une finale éliminatoire entre lui et Christian Mbili pour derrière recombattre Canelo. Il a une seule défaite, c'est face à Canelo. Canelo qui est aujourd'hui le pound for pound, l'image de la boxe, qui n'a pas réussi à le mettre KO. Et Bruno Suras, qui vient de Marseille, avec son équipe, ils sont venus, ils ont cru en eux. Et ils ont créé l'exploit à battre Rémi Munguia chez lui, dans une catégorie qui n'est pas forcément la sienne, parce qu'il vient de base des poids moyens. Et là, il est monté en super moyen. Sur 20 victoires, il n'en a que 4 avant la limite. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Donc mettre KO Rémi Munguia, c'est exceptionnel. Et du coup, il va s'affirmer comme un nom à suivre dans les plus grandes promotions, donc potentiellement les plus grandes oppositions. Toi, tu as un avis sur ce qui peut se passer par la suite ? Alors, nous, en rédaction, on s'est fait tous les scénarios du monde. On s'est dit, non mais Munguia, il va vouloir demander une revanche. On s'est même dit, est-ce que Canelo, il pourrait pas dire, attends, Munguia, c'était le mec qui était censé me battre. Bah, attends, je vais prendre Suras parce qu'il vient de le mettre KO. C'est peut-être Suras le mec du moment à prendre pour moi, en fait. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai que là, je pense qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour lui. Déjà, il est rentré dans le top 10 mondial. On a 3 Français dans le top 10 mondial. Donc ça, c'est déjà exceptionnel. Je parlais de cette catégorie des super moyens. Elle est exceptionnelle. Donc 3 Français dans cette catégorie. Je pense que la team Munguia, ils vont essayer de faire un rematch. Mais bon, après là, c'est Bruno la star. Hein. Ça va être lui qui va décider. Je pense que financièrement parlant aussi, il va voir ce qui va se... En tout cas, il y aura énormément d'opportunités pour lui. C'est clair, il aura énormément de propositions. Il aura beaucoup d'opportunités. Et puis voilà, quoi. Ça va être très bien. Mais voilà, il n'était pas attendu. Hein. On l'a pris pour faire valoir Rémi Munguia. Et derrière, il a créé la surprise. Aujourd'hui, c'est repris partout dans le monde. C'est pour ça que c'est exceptionnel ce qu'il a fait, parce que c'est repris partout dans le monde. Les plus grosses chaînes télé, les plus grands journalistes, etc. parlent de cette victoire. Parce que là, on est dans le upset de l'année, voire le KO de l'année aussi pour certains. On est sur une histoire qui est digne de Rocky Balboa. En plus, il y a vraiment tous les ingrédients qui nous font kiffer un peu autour de ça. C'est clair. C'est ça, exactement ça. On parle un petit peu de toi. Alors, bon, ça, c'est la nouvelle qui était un petit peu triste pour nous, mais tu t'es blessé, ce qui reporte une énorme échéance, parce que c'était le plus gros combat qu'on a annoncé pour toi sur cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce que ça va ? On a François, hein, si tu veux, au cas où, au niveau de la blessure qui peut aider, mais voilà, on voulait prendre de tes nouvelles aussi, parce que tu fais partie de ceux qui portent la boxe la boxe tricolore, boxe anglaise, mais pratiquée par les Français, très très haut, au plus haut niveau mondial. Donc on a envie d'en savoir plus sur ton retour. Ouais, en fait, j'avais un combat de prévu là, le 7 décembre à Malabo. Donc je suis parti 2 mois aux États-Unis en préparation. Tout s'est bien passé aux États-Unis. J'ai eu de très bons sparring. J'ai vraiment eu de très bonnes sensations. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu Voilà, j'étais bien en forme, tout est très bien passé. Et je suis rentré en France, j'ai fait 10 rounds de sparring avec 2 boxeurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier round, il restait même pas 15 secondes. Je mets une grosse droite à mon sparring partner et bam, la main lâche. Et donc, fracture, métacarpe 4, une fracture vraiment bien franche, un peu déplacée, pas tellement, mais un peu déplacée. Frustration, bien sûr, hein, parce que j'ai fait une très grosse prépa, beaucoup de sacrifices. Je me sentais très bien, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il faut que je me montre très patient. J'ai rendez-vous là cette semaine avec le chirurgien, ça fera 3 semaines depuis la fracture, donc pour voir un peu l'état, on va faire une radio, voir comment ça évolue, et puis derrière, on va suivre un protocole bien précis pour réparer cette main au plus vite. Mais bon, en fait, c'est de la patience. Hein. Sur une fracture comme ça, c'est de la patience. Le combat est reporté, il n'est pas annulé. Donc ça, c'est bien. Et derrière, j'aurai une grosse opportunité mondiale après ce fight. Bon, on a hâte en tout cas d'avoir de tes nouvelles là-dessus. On veut suivre ça. Y a pas mal de personnes qui te souhaitent bon rétablissement dans le chat Twitch et RMC Sport, c'est cool. Je te garde un petit peu pour 2 autres sujets très rapidement pour pas trop te déranger. Rima Ayadi,
qui combat demain, cette femme au destin exceptionnel, qui a quitté ses 2 jobs, qui a percé sur le tard, qui est devenue championne d'Europe de boxe et qui là est en demi-finale mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec tes yeux d'expert ? C'est très bien ce qu'elle fait, Rima. Elle mène à bien sa carrière. C'est exceptionnel aussi. Hein. On sait d'où elle vient, on connaît son background, son parcours. Elle a vraiment commencé tout en bas. Là, elle organise ses propres réunions. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle travaille très dur. Et je pense que ce sera notre prochaine championne du monde. En tout cas, j'en doute pas une seconde. Et on regarde les images, hein. Ça c'est le titre européen qu'elle a obtenu face à Boudersa. L'autre grand rendez-vous qui aura lieu sur cette fin d'année, c'est la revanche entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Est-ce que tu vois un combat qui se passe de la même manière que le précédent ? Est-ce que tu vois autre chose dans ce qui est le grand rendez-vous des poids lourds de la boxe ? Je pense que ça va être encore une fois un énorme événement. On regardera après t'avoir quitté la bande-annonce parce que c'est un film, le délire. Mais qu'est-ce que tu vois là sur le papier de ce Fury Usyk 2 ? Je pense que ça va être un combat de dingue encore. On va avoir un combat de dingue. En conférence de presse, ce que Tyson Fury a dit, c'est qu'il n'allait pas trop changer son game plan, il allait rester pareil. C'est juste qu'il allait être un peu plus focus parce qu'à la fin, voilà, il a un peu trop nargué et puis c'est ce qui lui a coûté. Usyk, on le connaît, c'est un boxeur qui est exceptionnel, qui a été plusieurs fois champion du monde dans la catégorie d'en dessous, dans la catégorie au-dessus. Il a été plusieurs fois champion olympique, champion du monde, etc. Ça va être un très beau combat. Pour les deux, ça va définir le futur de leur carrière. Hein. Peut-être qu'après cette victoire Tyson Fury, peut-être ils vont faire une trilogie, je sais pas, ou alors il arrêtera sa carrière, ou peut-être un combat contre Anthony Joshua. En tout cas, Usyk, je pense qu'il va encore continuer, il va nous proposer des choses exceptionnelles. Il veut peut-être redescendre dans la catégorie d'en dessous pour prendre, pourquoi pas, un Beterbiev, etc. Donc ces catégories des poids lourds, elles nous régalent depuis maintenant 2-3 ans. Il y a du niveau, il y a de l'entertainment, c'est exceptionnel. Et je pense qu'on aura un combat de dingue entre ces deux boxeurs. Bah, franchement, tu l'as super bien hypé. Usyk, c'est un petit peu le cheat code final de la boxe, on dirait. Il est en train de se faire un CV complètement fou. Merci beaucoup, Souley. On te souhaite encore une fois un bon rétablissement et merci d'être passé. T'es ici le bienvenu hein, quand tu veux venir sur le canapé. Avec plaisir. Bah vraiment, quand tu veux pour parler boxe avec grand plaisir. Merci, Souley. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, merci beaucoup, merci à tous, salut. Bah, merci à lui, ça vous fait kiffer cette petite page boxe Carrément. Et tu vois, ce que je trouve regrettable, c'est quand la communication, elle se fait par les boxeurs une fois qu'ils ont gagné. Mais en vrai, les combats, on n'en parle pas tant que ça, tu vois, sur les médias, à part vous. Ouais. On n'en parle pas tant que ça. Ce qu'il a fait, là, ça aurait dû, tu vois, tourner partout, sur tous les médias, tu vois. Bah, c'est un sport qui a du mal. Alors, moi, je le regarde sous le prisme, on va dire, du marketing digital. Et on se faisait la réflexion avec Alexandre Herbinet, qui fait le podcast Fighter Club. C'est un sport qui marche mieux statistiquement après qu'avant. Ouais. On a du mal à créer la hype en fait autour des combats ou à vraiment attirer les gens vers la boxe. Au final, ils se retrouvent tous en soirée à galérer un peu. Ils regardent et puis après, le lendemain, tout le monde ne parle que de ça. Mais j'ai l'impression que c'est très propre à la boxe en France pour le coup. Ouais, après, tu sais, à une époque, quand il y avait la boxe sur Canal+, c'est vraiment la boxe. Il y avait une vraie hype autour. Ouais. Et puis après, hop, c'est sorti de la télé finalement classique. Et là, maintenant, on tombe dans l'oubli. Et heureusement, voilà, il y a des personnes comme Souleymane, comme Bruno qui met gros coup de lumière dessus, quoi. Ouais. C'est ouf. Christian Mbili aussi qui devrait avoir un combat reporté puisqu'il devait prendre Mongolia en fait après Bruno, mais là je pense que les plans sont un petit peu revus. On se regarde la bande-annonce de Fury Usyk, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas ceux qui l'ont pas. Alors là, vous l'avez pas vu, non. On en reparle juste après. Jouez-moi cette bande-annonce tout de suite s'il vous plaît. What is it you would like to talk about? Ah, you're awake, Mr. Fury. Welcome back. How was your flight, Rabbit? Is everything okay, sir? I see. Innocent people. You dropped your wallet. You don't look at me anymore. I miss you. Do you miss me? Ah!
Don't be afraid. I will not break you. You sweet night, ugly man, you're gonna think. Think of me. I'm gonna punch your face in. Shut up! Shut up! Shut up! Show me your face! Show me your face! What are you doing here? Wake up, lad! Dad? I just... Hey, Dyson, we need to end this. I'm gonna end you. And feel. I'm ready to. Bon, alors là, si vous n'êtes pas hypé, moi je Ça sort comprends quand au rien. cinéma, ça? C'est ouf, hein, quand même. C'est une dinguerie. Alors, je le disais parce que je crois que c'est Riff Raff Productions. Il me semble que c'est Riff Raff, c'est un ancien rappeur qui est le mari de Katy Perry, à vérifier, mais je crois que c'est lui qui est à l'origine justement de ce petit bonbon, qui va avoir un point commun avec nos fighters français à l'UFC, c'est que ça va se passer du côté de Riyad. Et on va refermer cette page box là-dessus. Riyad qui a annoncé son main event à l'UFC. Et ce sera Nassourdine Imavov, les amis. Ça, c'était la grosse news qui est tombée hier. Et bah, on est très content parce que avec RMC Sport, du coup, on accompagne tout ça, on diffuse l'UFC, etc. Donc, on est impatient. On vous montre comment ça a été annoncé par le big boss de l'UFC, Dana White, bien évidemment, parce qu'il a toujours son petit rituel pour annoncer les combats. On regarde ça tout de suite. What's up, everybody? We are going back to Riyadh, Saudi Arabia on February 1st, live from the ANB Arena. In the main event, former middleweight champion Israel Adesanya will face top 5 ranked Nassourdine Imavov. Bon, alors on se fait la réflexion, mais Dana White, quand il fait ce message, faut pas être au matin, tu vois, faut au bord du sommeil parce qu'il t'agresse. Ouais. Il te saute dessus, là. Après, quand c'est pour ce genre de news, on est plutôt content pour le coup. Ouais. Donc, on a l'officialisation du combat de Nassourdine Imavov. On avait Nicolas Haute qui était dans ce canapé la semaine dernière, qui pouvait pas trop en dire, mais je pense qu'il était déjà dans les petits papiers. C'est un combat face à une légende et on a beaucoup de chance et on le remercie. Nassourdine Imavov nous a fait une petite vidéo pour réagir à l'annonce de ce combat. On regarde ça. C'est une exclue pour vous, les amis. Je vous rappelle, en attendant que Fighter Club, c'est le nouveau rendez-vous tous les dimanches, les amis. Donc, n'hésitez pas. Oui, il y en a qui ont remarqué que j'avais une paire de TN. Vous êtes des connaisseurs dans le chat, ça fait grave plaisir. On vous rappelle qu'en fin d'émission, on vous fait gagner des places pour le KSW Paris, des livres également qui vous parlent de MMA. Je regarde un petit peu les impressions sur le chat. Oui, ce sera en Arabie Saoudite. Alors, Arabie Saoudite, ouais. En termes d'horaire, ça va être un petit peu différent. On pourrait avoir peut-être un Nassourdine Imavov face à Adesanya qui se retrouverait à 21h, à 22h. Il y a 2 heures de décalage horaire. Ouais, donc, et pour le coup, eux, ils s'adaptent. C'est-à-dire que c'est pas comme si le pay-per-view était en Angleterre où on dit non, tu vas combattre à 4h du matin pour que ça plaise aux Américains. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu t'adaptes à l'Arabie Saoudite et tu vas faire la carte et c'est tout le monde qui va s'adapter à toi. Mais pour nous, hein. Juste en termes de grandeur, quand on voyait un nom comme Adesanya affronter Imavov, on est clairement du même niveau que John Jones qui a affronté Cyril Gane ou Rose Namajunas qui a affronté Manon Fiorot. On a une nouvelle légende face à un Français. Benoît contre Poirier. Ouais, Benoît contre Poirier, t'as raison. Ouais, Adesanya, vous le placez où, vous, justement, dans cette, dans ces stars, dans ces légendes de l'UFC? Dans les futures légendes, ça c'est clair et net. Dans les GOAT, fait partie des GOAT pour moi. Ouais. Fait partie des GOAT. Après, c'est sûr que l'Adesanya qu'on va avoir là, c'est pas le même, c'est pas l'Adesanya, c'est pas l'âge d'or. Ouais. Il a eu un âge d'or où vraiment il était très très dur. Là, il reste dur. Il a une bonne expérience, mais il ressort de pas mal de défaites aussi. Ouais, il sort de 2 défaites, mais pas contre n'importe qui non plus. Voilà. Il y a un peu ses anti-styles aussi. Ouais, c'est ça. Tu penses la clé, c'était que c'était vraiment les styles qui correspondaient pas? Je pense, ouais. Et là, on voit l'entrée de Nassourdine, on a quelques images. Vous pensez que le style de Nassourdine, du coup, face à Adesanya, alors, normalement, en termes de technique et combat debout, on est sur un film d'action, a priori. Ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Mais après, là, Nas est en train de préparer un game plan bien comme il faut pour contrer toutes les petites particularités d'Adesanya. Fais confiance à Nicolas pour ça. Ouais. Ah bah oui. Tu es au courant un peu? Ouais, je m'occupe de Nas. Tu étais avec lui hier, je crois. Tu participes activement justement à la prépa. Je fais sa récup en gros. Je fais sa récup. Dès qu'il y a une blessure, on anticipe. Voilà.
Et alors justement, je veux rebondir avec toi là-dessus, parce que quand Nicolas Haute est devenu l'entraîneur principal de Nassourdine Mavov, bon déjà, c'est série de victoires. Juste après, c'est que des noms, c'est ces séquences où on voit énormément parler pendant les interrompes qui inspirent beaucoup de gens. Moi, j'ai moi-même dit, si un jour ça va pas dans ma vie, je veux que Nicolas Haute se pose une minute devant moi et me dise comment aller de l'avant, tu vois. Mais il parlait aussi, quand il a repris Nassourdine, de son évolution physique. Toi, ça fait un certain temps, je pense que tu as observé Nassourdine. Tu la vois aussi, cette évolution physique du combattant? Ah oui, on a l'impression, vraiment musculairement parlant, il a gonflé. Il a pris vraiment de la maturité, parce que je le connais depuis le Factory. Hein. Ouais. Donc, et vraiment, au Factory, il était un peu adolescent, là, vraiment. Waouh, c'est un vrai homme... là, quoi. Donc, il a tout le physique pour aller au top niveau sans aucun souci, quoi. Vraiment impressionnant. Sa shape, elle commence vraiment à être très, très impressionnante. Parce qu'on disait que c'était un petit 84 kilos, qu'en termes de volume, tu vois, par à des Duplessis, à des Strickland, il était un petit peu sous-dimensionné. Il avait du mal à perdre le poids aussi, tu sais, dans la KT où il était avant. C'est une KT qui lui allait pas bien, il galérait à perdre le poids. Là, il est facile, c'est vraiment il est exactement là où il doit être, pour moi. En tout cas, nous, on est contents parce que le début d'année, il va être parfait. On regarde un petit peu la fiche de Nassourdine. Donc, 15 victoires, 4 soumissions, 5 décisions. 5e de sa catégorie à l'UFC, 5e au classement Fight Matrix. Bon, ça, c'est assez logique. Il avait été champion au TFL moins de 77 kilos. C'est surtout la série de victoires qui est impressionnante. On est sur Dolidze, Cannonier, Allen. On n'est que sur des adversaires du top 10. On est sur un finish sur Cannonier. Un pas loin de finish sur Dolidze quand même, il faut le repréciser. Un bilan à l'UFC qui est de 7 victoires, 2 défaites. Un no contest face à Chris Curtis, bien évidemment. Et c'était là où on commençait à se poser... c'est là où le public avait commencé à se poser des questions. Il doutait un petit peu de Nassourdine. Bon, depuis, ça s'est plutôt très, très, très bien passé pour lui. Et là, on le rappelle, c'est quand même un rendez-vous exceptionnel puisqu'il va affronter Israël Adesanya en main event de l'UFC à Riyad. Ce sera le 1er février. Je crois qu'on a des images d'Adesanya. S'il y en a qui sont plus jeunes, qui ont découvert le MMA récemment, peut-être que le nom ne vous parlera pas. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu dans sa meilleure forme, Israël Adesanya. Mais l'impression que vous en aviez, vous, quand il était dominant, c'était quoi? Il était injouable? C'était le striker d'élite? C'est quoi un peu l'étiquette que vous donnez à Adesanya? Non, j'allais dire un sniper, ouais, ça c'est clair et net. La foudre est... Ouais, pour moi, c'était le nouveau Anderson Silva. Ouais. C'est coup d'œil de fou, précision de fou. Vraiment, Anderson Silva 2.0, quoi. Et alors, il y a beaucoup de gens qui le disent, un faux maigre. En fait, il y a des gens qui considèrent qu'Adesanya est un peu fin ou quoi, mais... Je pense que si tu l'as à côté, tu te rends compte du gabarit. Ça fait beaucoup ça avec beaucoup de combattants, j'ai remarqué. Ouais, on voit face à... Tu les vois à la télé, tu te dis, oh, il a pas l'air si costaud. Et quand tu les croises sur un tatami, c'est jamais pareil. Il prend de la place, Adesanya, et on voit ce coup d'œil, cette maîtrise de la distance. On va avoir un duel de sniper. C'est aussi le seul homme à avoir mis KO Alex Pereira, l'UFC qui est aujourd'hui champion des moins de 93 kilos. Entre guillemets, dans cette catégorie, tu disais, tu as parlé d'Anderson Silva. Il y a eu Anderson Silva. Il y a eu plusieurs rois, on va dire, qui se sont relayés. Et puis après, tu as le règne d'Adesanya qui se pose là. Et on voit ça, c'était aussi contre Whittaker. Enfin, la fiche d'Adesanya, quand même assez ouf, quand moi je la regarde, 24 victoires, 8 décisions, pas de soumission à son actif. On parlait de ses 2 défaites de suite, champion UFC, champion HEX, comme Kevin Jousset qui est passé là-bas, champion AFC, toujours 2e de sa catégorie, un bilan à l'UFC de 13 victoires pour 4 défaites. Avant ça, ces défaites, c'était Pereira, Blachowicz. Là, se sont ajoutés Sean Strickland, Dricus Duplessis, ça reste quand même du très très lourd dans tous les cas. C'est clair. Pour vous, c'est quoi la clé du combat pour Nassourdine dans ce genre de position? Parce que stylistiquement, c'est quand même assez proche, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, quand même. Donc ça va se jouer sur des détails, j'imagine? Ça va jouer sur de la lutte, du cash control, du sol. Ça va être justement pas trop rentrer dans le jeu de la boxe, justement. Et tenter le jeu de la boxe quand même pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, vite partir sur de la lutte. Vite partir sur la lutte. Là, tu vois comment, Morgane? Il connaît beaucoup mieux que moi, mais j'aurais dit, voilà, d'un œil extérieur, bien sûr, jouer sur la lutte, le cage control et le ground and pound. On va regarder la réaction de Nassourdine, justement, après l'annonce de son combat. Il est très content du soutien et il va falloir lui en donner beaucoup. On regarde ça.
Salut les gars, merci beaucoup pour le soutien, que ce soit sur le réseau ou ailleurs. Nous on est déjà dedans, très motivés, très concentrés et prêts à écrire l'histoire. Rendez-vous le 1er février. Bon, le rendez-vous est pris. Moi, a priori, ce sera sur ma tranche horaire. Il n'y aura pas besoin de se réveiller en pleine nuit. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il en est du dispositif RMC Sport, mais j'ai envie de vous dire que, en théorie, s'il y a des gros combats qui sont avant 20h30, on pourrait avoir quelques combats gratuits de l'UFC sur Twitch. Donc, je me pose la question. Je me demande si mes grands patrons sont en train de me soutenir ou là vont se désolidariser tout de suite. Mais je pense qu'il y a un truc à faire sur l'UFC Riyad. Et il y a peut-être moyen d'avoir l'un des plus gros rendez-vous français avec une partie gratuite sur Twitch. Donc voilà, moi je plaide pour ça. Vous faites ce que vous voulez derrière. On va enchaîner avec Oumar Sy qui lui aussi a annoncé un combat. Le combat d'entrée dans le top 15. Ça va très très vite pour Oumar Sy chez les moins de 93 kilos. On rappelle que c'est un combattant qui est invaincu, que toi tu as déjà accompagné en plus sur ses débuts UFC, etc. Ouais, c'était le premier combat à l'UFC à Las Vegas là, au mois de juin. Ouais. Je crois, ou mai. Et là, il va affronter donc Menifield lors de l'UFC à Londres. Alors, c'est pas un numéroté à Londres, ce sera un Fight Night, donc on sera à des horaires a priori normaux pour nous, je pense. Et il est aux portes du top 15. Déjà, on rappelle, c'est son 3e combat au sein de la grande organisation. Il s'était imposé face à Tokos, qui est devenu son ami même derrière. Il est parti faire un camp là-bas. Ouais. Il est parti faire un camp et s'entraîner chez lui carrément. Et qui a combattu ce week-end, malheureusement, qui s'est incliné une nouvelle fois. Tokos, ça c'était le gros combat à l'UFC Paris. C'était la première connexion avec Oumar Sy, avec le public de Bercy. C'était un combat qui était très technique, très dur. Et dans lequel il s'impose une nouvelle fois parce que Oumar n'a pas vraiment de lacunes dans son jeu, c'est aussi ça sa grande force. Est-ce qu'on a on devrait avoir quelques images de Menifield pour le coup. Menifield, c'est intéressant. Ouais. C'est un profil qui n'est pas dans sa meilleure dynamique là, à l'UFC. Sur pas mal de défaites, j'ai vu. Ouais. Et là, pour le coup, c'est physiquement très proche de Oumar. Hein. Ça, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont noté. On est sur des bons gabarits quand même, bien larges, grosse longueur de bras. Il m'a semblé plus petit quand même, non? Ah ouais? J'ai pas vu les chiffres. Ouais. On les verra lors des face-à-face, etc. On voit Menifield qui du coup a été fait... Ah d'accord. Ouais, c'est là où on disait que c'était... il avait croisé Carlos Hulbert qui lui, entre-temps, est bien monté. On voit un petit peu sa réaction. Là, on repart, c'est son dernier combat en date. C'est pris combien de KO? On va se regarder ça. Alors, j'ai pas sa liste de KO là tout de suite. En tout cas, il en a mis beaucoup, ça c'est sûr. Bah lui, c'est soit il prend, soit il donne, j'ai envie de te dire, en termes de KO. Mais quand tu as déjà pris un KO, a priori, tu restes quand même un petit peu plus sensible. Alors qu'Oumar, il en a jamais pris. Après, Oumar a jamais perdu. C'est pour le coup, le débat, il va beaucoup plus vite. Même à l'entraînement, tu vois. Est-ce que toi, tu as une explication vis-à-vis de... Ah bah, tu as toujours le syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire tu prends une commotion, après tu as l'avant et l'après. Après, tu seras toujours plus sensible après à te refaire mettre KO. Le système nerveux, on a fait des études, on a fait des IRM, des scanners cérébrales, on s'est aperçu qu'il y a encore des traces, presque 5-10 ans après, il y a encore des traces. Il a pris 3 KO, Menifield, on me dit dans l'oreillette. 3 KO. À cette caté-là, c'est en plus, tu sais que ça choque beaucoup. Après, c'est pas le jeu de Oumar. Oumar, c'est plus un jeu qui va être du cash control, du grappling, forcément. Dès que s'il y a un mauvais coup qui passe, hop, il va passer en mode cash control grappling. Donc c'est pas trop le jeu de KO, mais bon, ça serait beau qu'il mette KO. En tout cas, il peut le KOter sans souci, parce qu'il est fragile, a priori. 3 KO... Il n'a jamais pris de soumission, Menifield non plus. Est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir le compteur pour Oumar, qui, on le sait, est un très gros grappleur? Ah, de ouf. Ouais, bien sûr. Ça serait beau. Ouais. Ça serait beau. Belle suite pour Oumar. Ouais, ça va vite pour le coup. Ouais, c'est bon, c'est un bon match-up, je trouve. C'est un truc qui est bien, c'est bien. Il construit sa carrière proprement. Ce qu'on reprochait un peu à Oumar aussi, c'était que son coin était un petit peu aléatoire. Et au final, là, je trouve qu'il commence de plus en plus à se professionnaliser. Ça, c'est important, tu vois. Ouais, il structure, il disait qu'il construisait sa team au fur et à mesure. J'avais entendu dans une interview, si je dis pas de bêtises, qu'il faisait pas forcément spécifiquement du MMA, mais qu'il décortiquait beaucoup, qu'il segmentait vachement. C'est toujours d'actualité, ça?
Oui, toujours d'actualité. Parce que à pour notre génération, à notre époque, c'est assez... Ouais, après, je te dis, il commence à faire beaucoup de camps aux États-Unis. Ok, d'accord. Et aux États-Unis, tu vois, il commence à comprendre que faut faire du MMA à un moment. Mais il l'a dit, j'ai appris le MMA aux États-Unis. Enfin, tu te dis, le gars, il était invaincu. Il avait déjà des victoires à l'UFC. Il dit, attends, j'ai appris le MMA le mois dernier, là. Il a une marge de progression de dingue. Hein. Il est jeune, il débute dans le truc. Il est jeune, hein. Donc, il a une marge de progression de folie. Il va aller loin, lui. Il a ce physique hors norme. Enfin, il a une longueur de bras qui est, je crois, c'est la même que celle de John Jones à l'époque dans cette catégorie. C'est du 2 mètres et quelques en termes d'envergure. Enfin, c'est un aigle, en fait. Puis là, par rapport à la petite blessure qu'il a eue en septembre, c'est plus rien. Le pied était énorme. Tout le monde disait, oh là là, fracture, c'est terrible et tout. Non, c'est bon, c'est oublié. Ok. C'est fait. Bah écoutez, on a hâte. C'est les 2 premiers combats français annoncés par l'UFC là, sur 2025. Il y en a d'autres qui vont arriver. Fares Ziam qui a posté une story en mode, les gars, vous inquiétez pas, j'y suis. On attend de savoir contre qui. Arabie Saoudite aussi, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. On va voir aussi, parce qu'il y avait une rumeur d'un BSD, etc., face à Pimblet. On va voir encore, on ne sait pas trop où ça en est. A priori, ça pourrait tomber à l'eau. Moi, je pense que sur cette carte, et de Riyad et de Londres, on va retrouver d'autres Français. C'est mon parti pris. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette information. On tourne la page sur les annonces des Français. Il y avait le dernier UFC de l'année hier soir. Bon, il était tard, il était à 4h du matin et c'était un Fight Night. Mais c'est aussi une belle histoire parce que c'est le dernier UFC qui concernait Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que c'était ancien adversaire de Nassourdine Imavov à l'UFC Paris et c'était un combat qui était assez serré. Et ça se passait pas très bien chez les 84. Il a décidé d'aller chez les 77 kilos. Et depuis, il n'a jamais connu la défaite, Buckley. Et il accroche que des noms, en fait, petit à petit. Donc il sortait d'une victoire par KO contre Steven Thompson, un des meilleurs combattants debout de l'UFC depuis un certain temps. Et là, il prenait Colby Covington, celui que tout le monde déteste, en Floride, chez Covington. Et les gens étaient plus pour Buckley que pour Covington chez lui. C'est quand même fou. C'est incroyable. Ouais, le changement de catégorie, c'est la meilleure décision qu'il ait prise de sa vie. Il a une puissance de fou. Le chat, une explosivité, c'est incroyable. Tu vois, comme il est trapu. Moi, je dis que c'est un joueur de foot US un peu. Hein. Il était trop petit pour la KT au-dessus. Il était trop petit. Il n'avait pas sa longe. Donc là, on voit son combat face à Covington. Après, on le sait, un Covington qui est très dur au mal, qui est un pur lutteur, mais qui est un pur lutteur qui se fait planter la tête dans le sol là-dessus. Ouais. Et Buckley, c'est un petit gabarit. Et pareil, c'est des bras gigantesques. Ouais. Et ce qui est assez drôle, enfin moi c'est marrant parce que Buckley c'était un peu le mec marrant, tu sais, de la catégorie de Nassourdine. Beaucoup sa bouche. Ouais. Il y avait du highlights, etc. Mais on se disait c'est un mec qui va faire dents de scie un petit peu, comme beaucoup à l'UFC, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des mecs qui font une carrière de fou dans ce mode-là et le public adore. Tu vois, Michael Chandler, je pense que c'est un bon exemple par exemple. Mais là, ça devient en fait c'est un vrai challenger en fait. Je me dis là, juste après le combat, il a call out Ousmane, il a call out un petit peu tout le monde. Il a demandé au public par applaudissement qui voulait qui. Donc il est à l'aise, hein. Il est bien, il est chez lui. Non, moi je l'attendais pas en tout cas. Je la trouve folle l'histoire de Buckley. Enfin, c'est limite inspirant. C'est un choix comme ça et puis d'un coup tout s'aligne. Tu passes un petit peu du mec rigolo d'internet au mec peut-être un des mecs les plus dangereux de ta catégorie. On regarde sa fiche. Il est en 11 victoires, 4 défaites à l'UFC. Il était sur 2 défaites de suite chez les poids moyens, et dont ce KO face à Curtis, la défaite contre Imavov. Et là, on voit en welter, en plus, il prend Ruziboev, qui était un petit peu une sorte d'épouvantail qu'on annonçait dans cette catégorie. Et au final... Morono, qui est aussi très très dur, qui frappe très très fort. Steven Thompson, on l'a dit, le super karatéka de l'UFC, qui avait pris qu'un seul KO avant ça, c'était face à Anthony Pettis. Donc la deuxième KO dans l'histoire de la carrière de Thompson. Et puis là, Colby Covington, le CV est au fait 9e, mais on sait que les classements s'actualisent le mardi, donc il va faire un petit bond au classement, notre ami Joaquin Buckley. Vous pensez que c'est un mec qui peut aller chercher la ceinture, justement, avec ce scénario-là? Il est sur une dynamique de fou. Hein. Il y a quand même du monde dans sa KT. Après, ça devient des gros lutteurs en plus. C'est qui le top de la KT? Bah là, tu as Mohamed, tu vas avoir Shavkat Rakhmonov, Yann Gary, Chimaev aussi, qu'on met un petit peu sur le côté. Ousmane, il est où? Il est situé où par rapport à lui? Je ne me rends pas compte. Qui ça? Ousmane Kamaru.
Kamaru, il doit être encore dans le top 5. Ouais, encore Ouais, parce que c'est la place un peu honorifique, tu sais. Ouais, là, je l'ai plus tout en tête, mais ouais, Ousmane est encore là. 5, 7, 6, ouais, par là. Ouais. Ok. Il y a moyen qu'il fasse... Leon Edwards aussi, ouais. Leon Edwards, voilà, ouais. Leon Edwards qui devrait combattre à Londres aussi, je pense. Hein, on va annoncer quelque chose. Sûrement, ouais. Ce serait bizarre de ne pas le faire combattre là-bas. Oui, sûrement. Et on va regarder aussi, parce que c'est le highlight de Covington. Il faut aussi reconnaître quand il y a des bons trucs qui sont faits par Covington, même s'il a perdu derrière. Le gros highlight du combat de Covington, je vous dis pas ce que c'est, regardez seulement. Covington, vraiment pour les fans inconditionnels UFC, MMA, c'est la fraude ultime du top 15 de cette catégorie, même s'il a eu vraiment un prime où il avait ce niveau-là. Hein. Mais c'est juste un des mecs les plus inactifs qui est resté dans le top 15 le plus longtemps à l'UFC, donc il fait quand même pas mal grincer des dents. Voilà pour le highlight de son entrée avec Hulk Hogan. Bon, c'est à l'image du personnage. On voit 3 défaites sur les 4 derniers combats de Colby Covington. Il y avait cette victoire face à Jorge Masvidal. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup combattu. Hein. Mm. On est sur un par an. Les dates sont folles. Ouais. C'est fou, hein. Bon, ça, c'était sur le main event, mais il y avait également d'autres choses à suivre sur cette UFC Fight Night. Alors souvent, les UFC Fight Night comme ça, sur lesquels, sur le papier, vous vous dites « je sais pas trop si je vais regarder », faut les regarder parce qu'en fait, il se passe des trucs de fou à chaque fois. Donc, tu peux envoyer ce que tu veux, Tristan. En vrai, je te suis, moi aussi. Il y a un invaincu péruvien qui s'appelle Marcos qui s'est révélé et qu'on va commencer à suivre de plus en plus près de l'UFC. Tiens, on peut commencer par ça si tu veux, Tristan. Donc, le voici. Et j'ai un trait d'histoire avec cet homme-là. J'ai eu la chance de commenter son premier combat à l'UFC. C'était en prélim d'une carte à Rio entre Glover Teixeira et Jamal Hill, qui était un combat exceptionnel. Et force est de constater que depuis le temps, il est quand même bien en place, Marcos. Je laisse regarder, donc il était face à Adrian Yanez, qui est quand même un gros puncher de la KT. C'est vrai que j'ai aussi... Alors Tristan qui me dit que j'ai eu la même coupe de cheveux, mais c'est vrai, je l'ai eu beaucoup moins longtemps cette teinture. Ouais. Je sais pas si c'était un bon souvenir aussi, Tristan, celui-là, je te mens pas. Peut-être pas dire. Ouais, non, j'ai eu les cheveux roses une période. Ouais, fait tous des erreurs. Marcos qui continue, donc le MMA péruvien qui se porte bien pour le coup. Que pas Latino, d'une manière générale, il se porte bien. Lui, il faut en parler, Cub Swanson, il fait partie de ces légendes de l'UFC. Hein, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans le circuit. À chaque combat, on se demande s'il est proche de la retraite ou pas. Et puis là, boum. Voilà, face à Carantillo, c'est immédiat. Il arrive toujours à surprendre. C'est incroyable. Hein. C'est le skater californien par excellence, avec tous ses tatouages, etc. Et là, le gros tolard. Il a quel âge maintenant? Je pense qu'il est très très proche de la quarantaine, si ce n'est quarantaine passée. Hein. Tristan va nous dire ça, vu que c'est l'âge de Cub Swanson, on doit être très proche des 40 ans. Peut-être dans le chat, si vous arrivez à trouver ça. On va voir si Tristan est plus rapide que le chat, ça m'intéresse, tiens, comme test. Quand tu vois cette combinaison, toi on sait que t'aimes bien aller à la bagarre, Morgan, on y reviendra tout à l'heure. C'est archi propre ce qu'il vient de faire Cub Swanson, et c'était une grosse guerre avant en plus pour lui. Hein. Ils disent 41 dans le chat. 41, ok. Ouais, 41. Franchement, j'aimerais avoir ces 41 ans personnellement. À 41, j'y serais plus moi. Dans 41 là, ils sont ouf les gens. C'est dingue. Et alors ça, c'était ce qu'il fallait pas manquer de l'UFC Fight Night en Floride. Il y avait un dernier highlight, c'est tout simplement le KO de la soirée, hein, si je dis pas de bêtises, de Jacoby. Ah oui, pardon, Manel Capé, oui, dans la catégorie des moins de 57 kilos. Donc le combattant portugais, bon voilà. Capé, ouais. Vous arrêtez avant quand c'est comme ça, parce que franchement, il y a la posture, quelques secondes avant l'intervention de l'arbitre, est quand même inquiétante. Hein. Tu tournes le dos d'une manière générale, c'est pas ouf. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Donc Capé qui s'affirme comme étant l'un des rares potentiels adversaires de Pantoja dans cette catégorie. C'est marrant parce que Capé, il a un historique avec un peu tout le monde dans cette catégorie. Il a déjà perdu contre Pantoja. Il avait affronté Kaya Sakura aussi. Oui, au Rising, oui. Et il pourrait y avoir une trilogie entre les deux parce qu'il y a une victoire chacun. Tu vois ça comme suite pour Capé ?
Moi, je vois ça. J'y avais pas pensé, tu vois, mais... Et ça, regardez, c'est le chaos de la soirée. Il endormi sec. C'est la parfaite, celle-là, je pense. Moi, c'est celle que je mets dans tous mes rêves. Hein. Parfait. Un direct qui passe sous un crochet. C'est beau. Classique. C'est beau. Le retour de Jacobi, du coup, qui inflige deuxième défaite de suite de Petrino, qui était le mec qui montait dans cette catégorie. C'est quelle catégorie, là? Là, on est chez moins de 93. Okay. Donc ça envoie pas mal. Jacobi sortait d'une défaite face à Dominique Reyes, c'est l'ancien adversaire de Jones, etc. Pour son retour, Reyes, il l'avait mis à mal. Et là, Jacobi qui repart, qui est un ancien du Glory, hein, donc en termes de pied-point très très fort. Et c'est marrant parce que ce bras arrière qui cale, la réaction en fait du corps de Petrino, si on peut le remettre, c'est exactement ce qui se passe entre Sean Strickland et Adesanya sur leur affrontement. Bah, alors, sauf que Adesanya ne tombe pas KO, mais c'est exactement la même action où il vrille sur lui-même et il va tomber sur le côté. Bon, après, Strickland n'arrivera pas à le finir. Donc c'était quand même un gros fight. Et là, bah, c'est vache. Il se fait embarquer par son crochet, quoi. C'est pour ça qu'il tourne. Dans le chat, il nous parle de Capé contre Kai Kara-France, je vois. Ouais, aussi. Mais on parlait de Kai Asakura, il me semble. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux Kai. Mais Kai Kara-France, qui est aussi un des mecs qui pourrait se glisser dans la course, parce qu'en fait, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, comme Pantoja, il a fracassé toute la catégorie. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver qui peut l'affronter, en fait, sans avoir déjà perdu contre lui. Tu vois. Et même Capé, ce serait réutiliser une carte qui a déjà été jouée. Donc, si vous avez des suggestions, les amis, pour le prochain adversaire de Pantoja, s'il faut ramener Superman, je sais pas, parce qu'on peut se poser toutes les questions avec lui. On vous a préparé, en tout cas, à défaut d'avoir le futur adversaire de Pantoja, on a un top 5 de tout ce qui s'est passé sur les antennes RMC Sport. Il y a du One, il y a de l'UFC, il y a énormément de choses. Bon, bref, on peut y aller. Tristan, balance-moi ce top 5 de qualité. Get back. Hook. Bah franchement, bravo, il est génial ce top 5. On a de tout, on a du One, du Cage Warriors. On finit avec l'UFC. Morgan nous reparlera un petit peu du One parce qu'on l'a dit, hein, c'est un mouvement qu'il faut suivre en Asie. C'est juste, c'est le truc. Ouais.
Donc rejoignez le train du One si vous ne l'avez pas fait, en tout cas les abonnés RMC Sport ou tous ceux qui suivent sur Twitch, c'est très 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 important de suivre le One, c'est souvent commenté par Antoine Simon et Baba. Avant de clôturer la page UFC, on voulait refaire un point avec toi François sur la blessure de Cyril Gane rapidement, le but c'est pas de tirer en longueur sur ce qu'on sait déjà, mais on sait qu'une blessure est survenue lors du combat, alors on va regarder déjà à quel moment ça s'est passé, et en fait quels sont les impacts et à quel moment on a pu voir dans le combat un petit peu à quel point ça l'a impacté. Donc ça, c'est le kick sur lequel il se fracasse le pied. Okay. C'est ça, ouais, c'est sur le premier front kick, le premier tip. En fait, l'impact, il se fait pas avec les têtes métatarsiennes, donc il se fait pas avec l'avant des orteils, il se fait plutôt avec le côté des orteils. Le pied glisse en fait sur le ventre de son adversaire et du coup, en prenant un impact comme ça, ça fracture dans cette ligne-là, 3 métatarsiens. Et du coup, après, tout le reste du combat a été impacté. Je ne sais pas si on peut voir les images ou... Ouais, ils vont te suivre, je pense. Ils vont te suivre en régime. Et toi qui as travaillé avec Cyril, du coup, tu as tout de suite vu les changements d'attitude. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai la palette, tu peux me stopper, je peux mettre des pauses, des ralentis, je peux faire ce que tu veux. Je suis DJ. Là, on voit bien que le jeu, il a le pied fracturé et on voit bien que son stance, donc ses appuis au sol sont beaucoup plus courts. Donc avoir un stance comme ça aussi court, ça réduit énormément la stabilité, ça réduit énormément la mobilité. C'est pour ça qu'après, il va vite se faire amener au sol. Et surtout, cette garde un peu en mode, là, il sautille encore un petit peu, mais plus le temps va passer, moins il va sautiller. Ouais, il sautille, il s'arrête, il ressautille. Ouais, et le placement du pied, le pied est plus en ouverture, et du coup, le bras arrière part beaucoup moins. Il n'y a que le bras avant qui part, mais sans grande impulsion. Donc tout son jeu, en fait, est modifié par rapport à ça. Et il a une garde un petit peu taekwondo, donc il faisait des espèces de petits stop kicks de la jambe avant. Ouais. Mais le taekwondo, c'est sur le côté Oui, c'est très sur le côté. Donc le bras, il frappe avec quoi quand on est sur ce type de garde? Bras avant et jambes avant, on peut frapper qu'avec ça, donc c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il s'est fait contrer là, c'est-à-dire que son adversaire a bien vu que une fois que le bras avant était parti, il ne pouvait pas envoyer le bras arrière vu qu'il était trop sur le côté. Et par rapport justement à cette blessure et tout ce que tu énumères qui va être gêné, aller choper la victoire derrière ça, c'est quand même un truc de fou en fait, on s'est pas rendu compte à ce moment-là. Ouais, oui, après ça a été polémique, etc. Mais oui, il a su, on va dire, réussir à scorer. Bon, on ne sait pas trop comment, mais il a quand même réussi à scorer. Il a gagné, c'est le principal, on va pas s'attarder dessus. Mais c'est sûr que tout le cache control, tous les appuis, que ce soit dans le sol, pour sortir des soumissions, etc., c'est très très compliqué. T'as déjà eu des galères, toi, à l'orteil, Morgane, pour comprendre un peu aussi, pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus à quel point ça peut être relou, parce que c'est vrai que parfois, quand on dit orteil, on va dire un random comme moi, on va se dire, ouah, c'est pas un truc de ouf. Alors, en combat, jamais, je touche du bois, mais à l'entraînement, très très souvent, et sur les front kicks, c'est toujours pareil. Ouais. Ou tu te chopes la hanche, ou tu te chopes le coude. Et en fait, t'as les orteils qui tournent. Ou alors parfois sur un coup de pied retourné, tu le prends dans le talon, tu poses le pied et en fait, tu as une douleur comme ça, parce qu'en plus tu n'as pas l'adrénaline à l'entraînement et au final tu te retrouves à boiter pendant 2-3 jours. Donc non, c'est vraiment déstabilisant à l'entraînement. En combat, ça m'est pas encore arrivé. Alors, en combat, ça doit être, j'imagine, aussi x10. Enfin, faut savoir recomposer, repartir et tout. Alors des blessures en combat, ça m'est déjà arrivé. L'avantage, c'est qu'en plein combat, tu ressens beaucoup moins la douleur. Et puis tu as cette envie vraiment de détruire, entre guillemets, l'adversaire. Donc tu continues, tu avances. Mais des fractures comme ça m'est encore jamais arrivé. Mais j'imagine que ça doit vraiment être handicapant, comme l'a expliqué. Après, il faut savoir que tout ce qui est frappé avec les mains et les pieds, c'est les deux zones du corps humain les plus fragiles du corps. Donc on frappe avec les zones les plus fragiles du corps sur les zones les plus solides du corps, qui sont la tête et les bassins. Donc c'est sûr, et surtout avec des petits gants de MMA. Donc c'est sûr, chaque compétition de MMA, il y a une fracture de main ou de pied. C'est systématique. J'ai pas vu une compétition de MMA où il n'y avait pas l'un ou l'autre. Systématique. Bon, en tout cas, merci pour tes lumières sur ça et j'espère que le chat, ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a aidé à y voir un petit peu plus clair.
On ferme la page UFC avec l'annonce de l'UFC 311. Si vous avez manqué ça, ce sera le premier numéroté de l'année 2025. Ça se passera du côté de Los Angeles, Intuit Dome, la salle des Clippers. Makhachev face à Tsarukyan, c'était le combat que tout le monde, la revanche que tout le monde voulait. Ça, c'est clair. Dans le premier combat, il était indécis. Et vous avez le combat entre le champion des moins de 61 kg, la catégorie Taylor Lapillus, donc Merab Dvalishvili, face à Nurmagomedov, Khabib, qui va être très largement sollicité sur cette carte, puisqu'il va être dans le coin et de Makhachev, et de Nurmagomedov, et d'un autre combattant qui sera en début de carte, je crois. Mais là, on va bien commencer l'année, normalement, avec ça. Très hâte de cette carte, ça c'est clair et net. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir... Hâte de voir la lutte, en fait, sur ces deux combats-là. Bah là, on a lutte contre lutte, contre lutte, contre lutte, concrètement. Oui. Et à savoir qui aura la meilleure lutte. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le camp Nurmagomedov-Makhachev, c'est eux qui dominent un petit peu le game. Donc, on va voir comment ça va répondre du côté de Dvalishvili et de Tsarukyan. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une surprise? Alors, du côté de Makhachev-Tsarukyan, mis à part, un KO de Tsarukyan, parce qu'on sait qu'il est quand même très explosif, très, très rapide, et que Makhachev, justement, a déjà pris un KO. Donc là, justement, cette fragilité dont on a pu parler tout à l'heure. Donc moi, je vois ça, ou sinon une victoire de Makhachev, ou par soumission, ou alors à la décision, ou alors par KO aussi. Ouais. Et pour Dvalishvili contre Nurmagomedov, ça, je suis vraiment très curieuse. En plus, c'est un de mes combattants préférés. Lequel Nurmagomedov. Ok. Et j'ai très hâte de voir justement sa lutte contre celle de Merab, qui a quand même... le record de takedown sur un combat. C'est ça, et qui a quand même réussi à battre des lutteurs olympiques, en fait. Donc hâte de voir l'école Nurmagomedov contre lui. T'es plus une lutteuse, toi, dans ton MMA? Ça, c'est une question qui est très compliquée. Parce qu'en fait, j'aime tout, et je sais tout faire. Mais quel est mon point d'excellence On va regarder tout à l'heure des images que Morgane... Tu me diras ce que t'en penses. Je vais te faire une idée. On va parler du KOF d'abord. Il y avait un point commun avec toi au KOF, c'était le combat pour la ceinture des moins de 52 kilos. C'est ta catégorie, mais je vous rappelle. Ma catégorie. Tu n'es pas dans cette organisation, tu es au Hexagone. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté du KOF, parce que c'était un grand rendez-vous. Delphine Benouesh, notre Française vice-championne du monde amateur. Disputer la ceinture face à la 57e mondiale, une Brésilienne, un combat qui était en 5 rounds, un combat qui a été très 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 difficile pour Delphine, une défaite qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais je pense que c'est aussi c'est la défaite de l'apprentissage, c'est que là en face il y avait vraiment quelqu'un, et je pense que c'est important aussi, déjà on envoie tout notre soutien à Delphine, qui d'ailleurs s'était proposé de passer en visio si tout se passait bien, mais je n'ai pas préféré la déranger. Je pense que voilà, mais vous pouvez tous lui envoyer un message de soutien. Mais en vrai, de vrai, voilà, j'ai pas envie d'être, dramatique sur cette défaite. C'est une leçon. Elle est jeune, elle commence, elle construit sa carrière gentiment. Pour moi, les défaites font partie de la carrière d'un combattant et d'un champion. Un champion qui n'a jamais eu de défaite. On regarde Nassourdine, Cyril, tous ces gars qui sont français, qui sont hauts, ils sont tous passés par la défaite, c'est comme ça. Donc après, voilà, elle a plein de choses à apprendre encore. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour elle. Complètement, moi non plus. Et il y a ce côté un peu ingrat dans le MMA et qu'il y a aussi peut-être dans la boxe anglaise. J'espère que ça vient pas... Enfin, je me demande si ça vient pas de leur culture à eux, mais ce truc de chercher toujours à être jamais... comment on dit? J'ai le mot en anglais. Invaincu, voilà. Et du coup, dès qu'on commence à perdre ou dès qu'il y a une défaite, on va cracher sur les gens, on va arrêter de les soutenir. On a ce truc, mais sauf que comme l'a très bien dit, en fait, ça fait partie de l'apprentissage dans n'importe quel domaine de la vie. Et c'est un combat qui, j'en suis sûre, va aider Delphine à devenir encore plus forte. Ouais, et puis il faut expliquer que ça fait 9 mois qu'elle est passée pro. C'était son 6e combat. C'est quand même aussi un très très gros rythme. On parlait de l'Asie et tout. On est le seul pays où, quand quelqu'un perd, on dit ouais, il est surcoté ou il est nul. Là où dans tous les autres, je pense que tu as vécu ça. Quelqu'un qui perd, justement, on le pousse à repartir. Complètement. On le voit dans les sports pieds-points, où en fait, combien de victoires, combien de défaites, on s'en fiche. C'est plutôt qui tu as affronté, qui tu as battu. Mais ça, c'est dans les sports de combat, je trouve, en général. Je sais pas, le tennis. Nadal ça reste Nadal en fait. C'est clair. En France, il y a un combattant qui perd, il est nul en fait. C'est la fin du monde. Il est nul en fait. C'est clair. Mais oui, pourquoi on s'est intéressé à lui? Il est nul. Il va combattre. Waouh, lui c'est le champion. Tu vas voir.
Non, mais on va très vrai augmenter ce que le tu dis, niveau. ouais. Avec ce genre de rendez-vous le dimanche, de toute façon, le but du jeu, c'est aussi d'inculquer. Il faut éduquer, voilà. il faut éduquer le C'est le public. but, ouais. Le sport, il se construit avec ces athlètes-là, avec ces histoires-là. Si on n'est pas capable de rebondir après une défaite, ça sert à même pas à grand-chose de s'intéresser à ce sport, en fait, parce que je pense que tu peux apprendre des trucs de fou dans la défaite, et même à Complètement. Et l'UFC, peut-être ces même scénarios-là, plus on dans en a les- vu, ouais. Bien sûr. Il y avait quand même un clin d'œil aussi au KF parce qu'il y avait un résultat plus positif du côté de Tahar Radby, qui a une histoire complètement folle. Qui est quand même un combattant qui est revenu d'un infarctus et qui là retourne pour combattre au KOF. Lui, il a réussi à s'imposer à 37 ans, un grand nom, qui s'est entraîné avec beaucoup de gens en France, passé par Hobby Fight notamment. Donc, J'ai commencé le MMA avec lui à la Free Fight Academy, je me rappelle. D'accord. Ah ouais? Ouais. Ah, et On c'était- a le même âge, en 37. Et là, on voit, il est toujours aussi frais. 37 ans, il est là. C'est incroyable. Ah, Moi, je pensais qu'il avait arrêté sa carrière, en fait. J'étais surprise de le voir sur la carte. Il est reparti au coffre, c'est son deuxième combat. Il a gagné face à Ruard. Depuis là, j'ai l'impression que son corps n'est pas en train de lui dire d'arrêter à Tahar. Ça se passe plutôt bien, non? Vous en pensez quoi? Non, il est bien, il est bien. Il s'entraîne au Mamoudi, ça se passe bien. Et là, on voit... Le gars était plus lourd que lui. Hein. C'est quel KT? Son adversaire était plus lourd. Ce qu'il disait en post-fight, il disait qu'il lui mettait peut-être presque 10 kilos de plus. Donc il s'en sort plutôt pas mal pour personne. Voilà. Pour te répondre, il était en catchweight à 86 kilos du coup. Donc on était merci. juste avant les poids moyens, moins de 84. Je vous l'ai dit, Fighter Club Sunday, ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux combattants. Là, je vais vous parler d'un talent amateur qui est toujours invaincu, qui était sur cette carte du KOF, qui s'appelle Thomas Dacher, qui est champion en fait dans l'organisation de Hatch, mais qui est relativement encore méconnu en France, parce que c'est un combattant amateur. Mais que moi, voilà, j'avais envie de lui rendre hommage et de parler de lui. Et il faisait son 7e combat. Et franchement, c'était un peu le main event amateur de la carte. Et Thomas Dacher, il a un style qui est intéressant parce qu'il a des attitudes debout de vrai striker pied-point. Mais il aime bien aller lutter, il a un gros physique pour cette catégorie. Donc voilà, ça c'est la petite pépite que je vous donne. Vous pouvez aller suivre ça un petit peu. Très bien. Et pour la petite anecdote, on a eu un moment très touchant dans le chat, puisque c'était sur Twitch, ces combats-là. C'est les premiers combats qu'on propose très souvent sur Twitch. Et les abonnés, après, ont les cartes principales, etc. Il y a un pseudo qui est arrivé dans le chat qui s'appelait Maman Dacher, qui est venu encourager Thomas Dacher. Donc voilà, Maman Dacher, le message a bien été passé. Et Thomas Dacher qui va s'imposer derrière. Et c'était une grosse guerre entre les deux. Ouais. Guénaef... Le niveau français est en train d'exploser. Les amateurs. Avec le circuit amateur qui a été mis en place, ouais. Ça n'a plus rien à voir. Toi, t'as fait aussi quelques... que mon époque à moi, en fait, qui n'est pas... Je suis de la dernière génération, entre guillemets, mais j'ai connu, en fait, les galères d'avant, et c'est ça qui est rigolo. Ouais. Et ça me permet de voir, en fait, la chance qu'ont tous ces jeunes-là, de pouvoir combattre si souvent, à domicile. Moi, j'ai connu l'époque où il fallait prendre l'avion, tu savais pas qui t'allait combattre. On prévenait le week-end. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Tiens, si tu veux, il y a une compète ce week-end. En Belgique. C'est vrai que toi, tu as fait tes armes justement dans plein de combats amateurs. On va recentrer, on va parler de Morgane, maintenant on va regarder des images, mais pour recentrer un petit peu. Ouais. Toi, tu as connu les combats amateurs où tu te déplaçais un petit peu partout. J'ai combattu dans beaucoup de pays. J'ai combattu à Singapour, j'ai combattu en Tunisie, en Turquie, à Amsterdam, en Suisse. C'est déjà pas mal, hein, en Espagne. Ouais. Il est dans l'arène comme ça. Ouais. Et là, c'était ton dernier combat, donc Théâtre Antique d'Orange du côté d'Hexagone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Morgane Dehaes, on a mis l'avenir des moins de 52 kilos côté française parce que tu es toujours invaincu dans ta carrière pro. Un combat qui devrait arriver, qui devrait être annoncé pour le Hexagone du côté de Nantes avec la présence d'Amin Ayoub à Nantes. Donc je pense que ça va être aussi un gros événement. Bon retour dans la cage, ouais, pour très bientôt. Et on en parle parce que parfois on s'écrit sur Instagram, mais concrètement, Morgane, t'aimes bien aller à la guerre, hein, on va pas se mentir. On dit, oui, ouais, c'est ça, ouais. Non, clairement, oui. Là, t'avais affronté... Tu fais JB? Alors, je fais... Ou plutôt grappe? Alors, j'ai commencé par le JJB, même si je mets plus le kimono aujourd'hui. Et si tu veux, je m'entraîne dans 2 équipes, donc la Bigor Top Team, dans ma ville natale, à Tarbes. Il faut savoir que je suis du Sud et que je viens souvent sur Paris tous les mois. Et en même temps, l'US Métro, qu'on ne présente plus. Et là, on est plus Louta Livré.
Même si j'ai envie de te dire, en fait, on fait du sol MMA à l'heure actuelle. C'est du sol MMA. On ne peut plus appeler ça Jiu-Jitsu, lutte livrée, c'est fini tout ça. Bien sûr. Et ce qui est particulier avec toi, parce que, alors, faut suivre, faut savoir que Morgane, elle a combattu du côté du MMA GP. Il y a plein de petites anecdotes autour de toi. C'est que tu es une combattante qui a fait son entrée sur le générique de Naruto. Ouais, c'est vrai. Tout va bien, ça va. Et c'était mon kiff. C'est un personnage, avec lequel j'ai grandi et qui m'a pas mal inspiré, l'air de rien. Ouais. Et dans sa détermination, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me chauffer. Personne ne l'a fait, ou enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu ça en France encore. Et puis, grosse surprise pour le public, ça a chauffé toute la salle. Tout le monde m'en a reparlé, j'ai reçu plein de messages après, non seulement pour mon combat, mais aussi pour l'entrée. Wow, t'es rentré sur du Naruto. Et du coup, ça a permis aux gens de se rappeler de moi, plutôt que de le stéréotype du rap français, rap américain. Et... Ah, moi, j'ai cassé la routine avec un petit générique. Tu rentres avec ton bandeau façon ninja aussi. Ça, je le fais depuis quasiment mes débuts en amateur, de rentrer avec un bandana. Pour la petite culture asiatique, mais côté traditionnel des arts martiaux. T'as raison, parce que tu vois, la population manga, etc., elle est très très puissante mondialement. Donc se rapprocher de ça, tu vois, c'est important. Et puis l'esprit, justement, shonen, entre guillemets, on en rigole, mais c'est vrai. C'est vrai, et on a tous grandi avec... C'est samouraï des temps modernes. Avec les Dragon Ball Z, les Naruto, et l'air de rien, ces valeurs... Je peux pas citer, mais voilà. On dira pas, mais... C'est clairement les Pokémon. Voilà. Bon, là, j'avais craqué, mais... Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Là, ça, c'est côté un peu chaud. T'aimes aussi faire le show? En fait, moi, j'aime faire le show. C'est-à-dire que j'aime rentrer dans la cage pour gagner, bien sûr, pour me faire plaisir. Mais j'aime aussi faire le show. Des coups de pied sautés, des slams. Je veux que ce soit violent, des coups de coude, des coups de genoux, si je peux ouvrir, etc., etc. Et là, j'ai vu, en fait, je sais plus, je me rappelle très bien. Je dominais vraiment à 100% cette phase-là du combat. C'était au 3e round, si je ne dis pas de bêtises. Et je me revois, les commentateurs de RMC, justement, me regarder. Et je leur ai fait un petit clin d'œil. Et là, je me suis dit, tiens, je vais y aller à fond dans mon délire. J'ai commencé à tirer la langue. Et sauf que dans ces moments-là, tu n'es plus trop toi-même, quoi. Ouais. Donc je ne peux pas trop l'expliquer. Mais c'est des petits moments-là de folie, voilà. Et... On n'est pas sur le même cerveau qu'on est en train d'utiliser, là, vous et moi. Donc, on est sur un truc un peu plus primaire. L'exorcisme. Voilà, non, mais on kiffe. Nous, en tout cas, en tant que spectateurs, ça nous fait kiffer. C'est le but aussi, de marquer les esprits, et d'en donner aussi pour les gens. Ils viennent là pour ça, en fait. C'est un spectacle. Bah, franchement, on a hâte de voir ce que tu vas proposer à Nantes, pour le coup. Moi, j'espère que ça vous a hypé dans le chat, mais il n'y a que des très très bons retours sur toi, du coup, pour ceux qui ont découvert. Voilà, c'était, on l'a dit, c'est aussi la vocation de cette émission, c'est aussi de vous faire découvrir d'autres talents du MMA dans toutes les organisations qu'on peut suivre sur RMC Sport en plus. Donc ça, c'est bénéf pour tout le monde, surtout pour les abonnés. On vous rappelle, fin d'émission, 4 places à gagner pour le KSW Paris. C'est d'ailleurs François et Morgane qui vont les offrir. Vous allez voir, le mécanisme est très très simple. Il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas. Pas de stress là-dessus. On va parler et on va faire un big up pour clôturer un petit peu le MMA français. Alors, c'est pas chez nous, on peut dire que c'est la concurrence, etc. Mais franchement, il y a des super trucs du côté du PFL à Lyon. Et j'ai envie de faire un big up à ces 3 nouveaux Français qui vont intégrer l'organisation. Mathis Duragrin, qui a évolué sur MC Sport du côté de l'AEF, devenu AEC, donc qui signe au PFL après une très très grosse prestation. Et je vais reparler de lui un petit instant. Mayo Campanella, qui n'est autre que le head coach de Montagne Noire Combat Libre, que tu connais dans le sud de la France, et qui lui aussi a obtenu son contrat au PFL. Salvo Giudice, incroyable destin. Il y a 6 mois, on le diffusait en MMA League, les championnats de France de MMA amateur. C'est son premier combat pro. Et il va reprendre le contrat au PFL, le Marseillais du Marseille Fight Club. Et je fais un spécial big up à Mathis Duragrin, qui est arrivé à la peser avec un Rubik's Cube devant son adversaire. Il s'est pesé avec et qui... Bon, moi, je le dis, c'est un gros exemple et je pense que tu seras d'accord avec moi, Morgane. Ouais. Votre DA, votre identité de combattant, c'est pas forcément que le combat, c'est aussi quelque chose en dehors du combat qui peut vous distinguer. Et pour moi, c'est une image qui est mémorable. Et Mathis, à faire ça, pour moi, c'est un conseil que je pense, donner à tous les combattants. Enfin, travailler aussi sur son image ou ce qu'on est, ça peut être des choses anodines comme ça. Il faut capter que, par exemple, Dana White et le MMA d'une manière générale, ils veulent le côté un peu type Mortal Kombat. On choisit son personnage. Donc, il faut être un personnage.
si on n'est pas un acteur, si on ne peut pas mettre une étiquette dessus, ça passe moins bien. Je ne vais pas citer de combattants, mais il y a des combattants qui combattent. Ah non, mais moi je le dis, en fait, le truc, c'est que tu fais le test. Si tu regardes 10 cartes de suite, combien de mecs vont dire ouais, je viens pour t'arracher la tête? Je dis d'accord, mais trouve-moi une autre manière aussi, parce que si vous m'arrachez tous la tête, c'est quoi le personnage? Je veux l'originalité, tu vois. Tu dégages quoi? C'est quoi ton charisme en fait, tu vois? Et ça, l'UFC adore. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas forcément un niveau ouf. Il y a des personnes mieux, mais ils hypent le monde, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est pas forcément le top niveau, quoi. C'est peut-être des mecs qui font vivre l'organisation aussi et qu'on respecte pour ça, qu'on apprécie pour ça. Complètement. C'est ça. Dernière organisation qu'on va évoquer, c'est le KSW. Voilà, ça, c'est le rendez-vous qu'on va pas manquer la semaine prochaine. On vous rappelle, il y a un film d'exception qui a été pondu par Amin Mohamed, Anthony Sterpini, bien évidemment, qui vous raconte les histoires de Wilson Varela et de Saladin Parnasse. On regarde un extrait tout de suite et puis on en parle juste après de ce soir de fête à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle jamais réservée pour du MMA en France. Fred, on a eu la conférence de presse entre Saladin Parnasse et Wilson Varela. Deux oppositions de style entre strikers. J'ai hâte parce que, comme tu le dis, deux strikers différents. Un qui a beaucoup de volume, qui se déplace beaucoup, qui est quand même plus aérien sur ses appuis. Ouais, très axé sur la vitesse. Ouais, et un qui est ancré. C'est l'école hollandaise. Beaucoup plus dans la sable, beaucoup plus dur, beaucoup plus rugueux. Donc deux styles différents dans le striking. Hâte de voir. Et en plus, Varela, il a montré quand même qu'il a un très bon anti-lutte. Ça peut être la clé aussi, la lutte. Ouais, parce que je trouve que la lutte de Saladin, elle est quand même sous-estimée alors qu'elle a une bonne lutte offensive. Hâte de voir cette opposition. Comparé à ça, là, j'ai rien à perdre. Tout le monde me donne perdant. Donc la pression, elle est dans son camp. Et Défense Arena, je crois que c'est 30, un truc comme ça. Pardon, petit extrait du film, j'étais sur un bouton secret que personne ne voit. Petit extrait du film, bien sûr l'intégrale disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat et plein d'interviews Nassim Belouachi, Aluna, il y en a d'autres qui arrivent, d'interviews exclusives de Wilson Varela et de Saladin Parnasse. On est hypé pour ce combat. Ça va être un très 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 gros show. Tiens, ton Morgan par exemple, pour te mettre un petit peu sur le grill, Oui. KSW, c'est une organisation, t'en penses quoi? C'est dans laquelle t'aimerais évoluer par exemple dans ta suite de carrière pour viser l'UFC après? Comment est-ce que tu vois l'orga? Parce qu'il y en a qui vont la découvrir, je pense, à la Défense Arena et ils sont pas prêts. Probablement. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est une organisation vraiment majeure en Europe, si ce n'est peut-être la plus grande. Et c'est vraiment un tremplin pour l'UFC, on l'a vu, que beaucoup de combattants et de champions du KSW ont fini dans le top 10 de l'UFC, à l'heure actuelle encore. Duplessis, il est bien. Il y a Duplessis. Comment elle s'appelle, la fille de Queen of Violence? Voilà, tu m'as mis la Une colle. 56. Ah, j'ai un trou de mémoire. Et il y a aussi, bien sûr, Gamrot. Ouais. Gamrot, que les gens connaissent. Et me concernant, alors si je dis pas de bêtises, ils font pas encore combattre ma catégorie. Donc je me projette pas du tout par rapport à cette organisation. Mais pour ceux qui pourront signer là-bas, il y a quelque chose à faire pour l'UFC, tout ça ensuite, ça c'est sûr. Il y a les entrées, il y a tout ce show. En termes ce de spectacle. show, on est vraiment sur quelque chose que les autres organisations ont à envier, justement. Et j'ai envie de prendre le temps de parler de ce KSW. Alors, on connaît assez bien Saladin Parnasse, ça fait pas mal d'années qu'on l'accompagne au sein de l'organisation, etc. Mais j'ai envie qu'on fasse un petit focus aussi sur Wilson Varela, qui va être son adversaire dans ce Paris-Marseille. Wilson qui a un destin un petit peu particulier. Vous le verrez d'ailleurs dans le film. Et on a parlé d'Oumar dans le chat, vous inquiétez pas les gars, on n'a rien raté. Non mais Varela qui... je sais pas, c'est... Il y a plusieurs parties dans sa carrière, il y a eu des moments assez difficiles, il y a eu une recherche, il y a eu cette espèce d'hyperactivité où il prenait tous les combats qu'il pouvait, etc. Et là, maintenant, on le sent focus, on sent qu'il a passé un nouveau cap. Et puis, c'est aussi je trouve que c'est un personnage qui fait aussi beaucoup de bien au MMA français parce qu'il a ce côté très lumineux, très authentique et très je ne cache absolument rien de ce que je ressens, je vous livre tout finalement. Je suis entier. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Wilson comme combattant? Ce que tu dis, vraiment très nature, et puis moi surtout, je le connaissais pas tant que ça, et je l'ai découvert contre Bouganem, le combat qu'il a fait contre Bouganem,
Et il a fait des vraies guerres en pied-point. Et de le voir en MMA comme ça, contre Saladin, c'est vraiment un combat qui me hype. Mais là, les gens ne se rendent pas compte que ce qui va se passer au KSW, là, c'est vraiment... Il y a la crème du MMA français. Alors, bien sûr, hors UFC, hein, mais il y a la crème du MMA français qui va être présent. Donc, c'est vraiment un KSW qui va être super, quoi. Ouais. 14 combattants français, bien évidemment. L'interview de Wilson Varela que vous devez aller faire péter sur YouTube, MC Sport Combat. Vous allez comprendre pourquoi c'est un personnage à part. Je vous assure que je ne suis pas en train de survendre le truc. Vous allez regarder, on en reparle après, mettez dans les commentaires. Sacha m'a dit que, etc. On a un invité en visio, l'un des combattants de cette carte, comme tu l'as dit François, c'est Romain Debienne qui est là dans ce que nous on a appelé le main event du peuple, un petit peu, le combat face à Michael Lebou. Romain, comment ça va? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous me voyez bien déjà? Ouais, je vous entends. On te voit super. Par contre, il fait froid là où t'es, parce que garder le bonnet à l'intérieur, c'est très grave. Bonnet manteau. Il va faire un casse. Là, j'étais faire un tour, là, je viens de rentrer, c'est pour ça. Comment ça va, Romain Debienne, donc combattant au KSW chez les moins de 77 kilos. Tu vas faire tes débuts dans l'organisation. Comment est-ce qu'on se sent là, à une semaine de l'événement, alors que tu reviens du Brésil? Mais lui, il a une vie, c'est incroyable. C'est toujours les moments un peu durs là, de se réadapter au niveau de la température, mais écoute, c'est toujours... le problème, c'est toujours la semaine d'avant, c'est assez compliqué, quoi, les jours avant la perte de poids, avant le cutting, tout ça, mais sinon, tout va bien, tout se passe bien. Comment est-ce que tu peux parler un petit peu pour ceux qui se rendent pas compte ou qui ne connaissent pas ce que ça représente ton combat face à Michael Lebou? Qui est Michael Lebou et comment est-ce que toi tu visualises un peu ce combat? Alors, Michael Lebou, je pense que, comme je le redis encore une fois, je pense que c'est un des combattants les plus prolifiques du MMA français. C'est vraiment une tête. Je pense qu'il fait partie des Hall of Fame en France en tant que combattant pour sa carrière. Je le respecte énormément. Et comment je visualise le combat? Écoute, je sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas, je sais qu'il est prêt. Moi, je suis prêt. On s'est paré à toute éventualité. On a fait un gros stage au Brésil. On a travaillé sur tous les aspects. Et voilà, je pense que ça va être une belle guerre. On rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, Romain Debienne, combattant qui est passé par pas mal d'organisations, qui est passé par Hexagone également, hein, comme Morgan. Tu as une marque de fabrique quand même dans le milieu, c'est ce bras arrière. On va poser quelques images. Mais si toi, ta grosse force, c'est le bras arrière, c'est le striking, c'est le KO, c'est quoi la grosse force que tu donnerais à Mika Lebou? Je pense que Mika, c'est quelqu'un qui sait s'adapter en combat, c'est quelqu'un qui est très fort, il a l'œil, il sait à tel moment comment placer un takedown, à tel moment venir coller. Je pense que c'est quelqu'un qui est super fort, il sait striker quand il faut. Et donc voilà, il faut être prêt à toute éventualité parce qu'il est assez bon dans tous les domaines. Donc voilà, je pense qu'il faut être prêt partout avec ce genre de combattant. On voit la fameuse signature là, sur l'un de tes KO à Hexagone, le 1-2, bien appliqué, bien propre, toujours efficace. Il y a une stratégie particulière, il y a une préparation particulière avant d'affronter un vétéran comme Michael Lebou, Romain? Non, il faut toujours s'entraîner comme on doit le faire. Après, la stratégie, oui, il y a toujours des game plans mis en place. Après, le problème, c'est qu'en combat, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Ça peut changer, ça peut changer en cours de route. Mais je pense qu'on est prêt pour ce combat. Hein. Donc voilà, je pense que sur tous les aspects, je me suis préparé. Et voilà, dans tous les cas, le meilleur gagnera. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit pronostic, toi? Je sais que tu vas m'annoncer un KO. Ouais, j'aimerais bien mettre un KO pour moi, pour le public, mais je sais jamais comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est très confiant sur nos points forts et on a retravaillé avec Daniel dessus et donc voilà. Écoute, après on sait jamais comment ça se déroule, mais en tout cas on est très très confiant. Donc voilà. Ouais, team Daniel Warin pour Romain Debienne qui est passé nous faire un petit coucou avant le KSW. Merci beaucoup Romain, vraiment c'est super gentil. On regarde un petit peu ta fiche avec justement, bon, tu sors d'une défaite mais on sent que tu as très très faim là pour les débuts au KSW. Tu avais enchaîné avant ça vraiment des très très grosses prestations. Écoute, on s'attend à voir un gros spectacle au KSW. Merci Romain. Allez, merci à vous, hein, Pip, Sacha, à bientôt. Hein. Ouais, bonne soirée, ciao, à bientôt. Allez, à bientôt.
Il me donne envie ce combat quand même. Hein. Oui, le bout de Vienne, clairement, c'est. Parnasse Varela aussi, attention, Pour c'est les- pas ce que je suis en train de dire, mais. Pour les tous les puristes combats. du MMA français, oui. Tous les une combats. petite saveur celui-là. Ouais. On va découvrir des choses aussi à propos du KSW. Je vous ai parlé d'un homme qui a réalisé un film sur Wilson Varela, Saladin Parnasse avec Amin Mohamed, mais il est aussi là pour nous parler un petit peu du KSW, d'un nouveau combattant. C'est Anthony Sterpini que je vais accueillir. Il a carrément un jingle, le mec. Attends, il se fait applaudir. J'ai une musique d'entrée carrément apparemment. Attends, mais moi j'ai pas tout ça. Bon bah si t'as une musique d'entrée, si t'as tout ce qui va avec. Forcément, on a vu l'affiche de tous les combattants. On va regarder l'affiche d'Anto. Hein. C'est important de te connaître un petit peu mieux. Non, pour effectivement, il y a la mienne. Oui. Ceux qui savent pas qui tu es. Donc, elle va arriver cette fiche. T'inquiète pas, tu vas pas échapper, mon pote. On rappelle qu'après la chronique d'Anto, on vous fait un rappel sur les rendez-vous à suivre. On fait gagner des places pour. Ah voilà. Elle était là. Là, on a eu vraiment les bribes de quelque chose de grand. Regardez-moi cet homme, Anthony Sterpini, qui est la Sterp. 4 victoires, 2 défaites, une victoire contre Sacha, quoi. Ouais, apparemment. Oui, non, mais j'ai mis, tu te rappelles quand on s'était battu au milieu de la rédac, il était 2h, 3h du matin. Je considère ça comme une victoire. D'accord. Et tu remarqueras que j'ai aussi gagné contre les Muels, Alex et Baba, invaincus à RMC 4-0. Ah ouais, t'as battu Baba quand même. J'ai battu Baba. Je demande une revanche. S'il te plaît, non. Par contre, t'as un sacré CV sur les films RMC Sport, mon grand. Alors pour le coup, je pense que dans l'infographie, la seule chose qui est vraie, c'est vraiment les films RMC Sport. Donc oui, donc c'est un peu ma manière de sortir de l'ombre, entre guillemets. C'est vrai que le dernier film, tu l'as très bien dit d'ailleurs, que j'ai fait avec Amin Mohamed, coécrit le film UFC 308 sur Topuria Holloway. Et mon tout premier vraiment film, Nassourdine Imavov. C'est pour ça qu'en fait, cette émission, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ouais, c'est un peu mon moment, j'avoue. C'est l'émission qui est faite pour toi, concrètement. Par contre, je veux réinsister sur un trophée. T'es en train de me dire que t'es pas champion de Seine-et-Marne des moins de 12 ans. Alors, ça dépend de quel sport, mais... C'est pas précisé. Mais il y a moyen. Je vais appeler mon père à la fin de l'émission pour lui dire, voilà, j'étais champion en Seine-et-Marne, moins de 12 ans, c'est peut-être... Voilà, il y a 2 choses de vraies, alors. Bon, allez, je te laisse nous parler d'Amaury Wakozabo. Alors, exactement. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des combattants qui sont un peu dans l'ombre, enfin, pas dans la lumière. Pour toi, Sacha, on sait que les combattants, tu les connais tous. Tu vas tous les interviewer au KSW, dont Amaury, que tu as déjà interviewé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, peut-être dans le chat aussi, si vous ne connaissez pas Amaury, vous allez le découvrir aujourd'hui. Alors, dans le monde du MMA, Amaury Wakozabo n'est pas un simple athlète. C'est vraiment une fusion entre un cerveau et des muscles. Il a vraiment le corps de Goku et le cerveau de Bulma. C'est un très très beau teasing, mais je vais m'expliquer. Déjà, il est ceinture noire de judo première dan et il est aussi polyglotte. Alors Sacha, j'ai pas dit bilingue, j'ai vraiment dit polyglotte. Hein. Il parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. T'aurais rajouté latin dans l'autre, ça ne m'aurait pas choqué du tout. Ah ouais. En plus, après, il a un Master 1 alors que je l'explique bien, il a un Master 1 en Management International. En gros, s'il te soumet pas, c'est ton DRH. Il t'envoie des blâmes. Il envoie des blâmes. Incroyable. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, on a fait un peu sa carte d'identité. Lui aussi a droit à une IFG. Surnom le Wax, il a déjà 25 ans, 77 kilos. Tu vois son style de combat. Hein. Et la team Old School Academy, comme certains 2 combattants, Théo Ulrich ou Michael Adjarouche. Donc, il a aussi quand même un énorme palmarès. Comme je le disais, 2-0 en pro, 9-1 en amateur. Si on cumule les 2 résultats, 10 victoires consécutives. Mais comme j'ai fait un teasing avant, hein, il ne fait pas que du MMA dans la vie. En mars 2024, et là je vous pose tous la question, et ceux dans le chat, hein, si vous voulez répondre et vous connaissez la réponse, allez-y, répondez. En mars 2024, il a arrêté une activité qui lui faisait gagner de l'argent. Est-ce que vous avez une brève idée? Il était Uber. Alors, il y a Omar Sy, on sait qu'il faisait aussi un peu taxi-moto. Non, il était prof particulier. Alors, oui, prof particulier, donc le Master 1, apparemment, ça paye aussi. Il faisait du français et de l'anglais. Oh. Voilà, c'est une petite info comme ça sur Amaury Wakozabo. Mais c'est pas le seul talent qu'il a. Et on va revenir aux origines de Amaury Wakozabo, parce que dès 7 ans, apparemment, et ça c'est son frère qui le dit dans un podcast, il avait déjà le six-pack. Ah ouais? Le fameux six-pack, le fameux abdo. En 33 ans, je l'ai jamais eu, frérot. En 25 ans, je l'ai jamais eu non plus. Lui, il l'avait en CE1. Ah ouais, bah sympa. Alors, pendant que toi et moi, on prenait nos chocs à pic, lui, il faisait des abdos crunch. Ouais, ouais, j'imagine. Bon, après, tu pouvais prendre aussi des Frosties ou des Nesquik, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, lui, apparemment, plus occupé à faire du sport qu'à s'amuser avec les copains. Et en plus de ça, il a aussi un talent
au niveau de la divination. Alors si je peux m'expliquer, regardez, il a fait un dessin parce que moi, j'ai regardé un peu son compte TikTok, très très bon compte TikTok d'ailleurs. Vous voyez le dessin qu'il a fait. Bon, on jugera pas le coup de crayon parce qu'il est fort à la bagarre. Bah frérot, je dessine pas aussi bien que ça non plus, je le dis. Moi. Alors je me permettrai pas, je vais le faire quand même, mais bon, je lui avais fait une fiche, il y a peut-être une faute d'orthographe, mais bon, il est fort à la bagarre, donc on dira pas grand-chose. Ça s'écrit comme ça maintenant. Ça s'écrit comme ça maintenant, apparemment. Il décide de l'orthographe, il est fort à la bagarre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi, donc il lui a mis un palmarès, il lui a mis aussi un palmarès, il lui a mis un nom, il lui a mis un surnom, il a mis une catégorie de poids. Et ça, il l'a fait quand il était jeune. Moins 77 kilos. On peut voir, il l'a dessiné en 2014. Ouais. Et ensuite, regardez bien la photo. Hop, on va passer à la deuxième photo qui est une photo de lui aujourd'hui. Bah, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la même photo. La seule chose qu'il avait prévue et qui n'est pas arrivée, c'est une calvitie. Ouais. Ah, ouais. Bah voilà, chacun... et ce mec dans le fond aussi qu'on ne connaît pas. Mika Lebou, si, je crois qu'on le connaît. C'est Mika Lebou derrière ? C'est Mika Lebou derrière, c'est exactement pour ça que j'ai pris la photo. On rappelle qu'il est très fort à la bagarre aussi. Il est très fort à la bagarre aussi, vaut mieux pas. On l'a tous reconnu très très vite, Mika Lebou. Mais en plus, Amaury Wakosabo, c'est aussi quand même un blague à part. C'est vraiment surtout un homme qui se donne les moyens de réussir. Comme je disais, il avait des abdos à 13 ans. Mais c'est surtout que dès le collège, il enchaînait et le sport, enfin tout d'abord les cours et le sport. Mais Sacha, il ne faisait pas comme toi et moi. Nous, on faisait notre entraînement le mercredi. Et ah non, pas d'entraînement. Bon, je faisais mon entraînement le mercredi et je perdais 8-0 le samedi. Alors lui, déjà, il était fort à la bagarre, donc il gagnait ses combats, il perdait pas. Mais c'est surtout qu'il enchaînait ça dès le collège. Cours, sport, il a continué au lycée. Et là, en études supérieures, il continue encore. Donc, en plus de ça, et ça c'est lui qui me le dit aussi, il arrive à avoir une vie sociale et une copine. Hein ? Ah oui, non, si. Il y a Amaury et il y a un autre. Ah, j'ai cru que tu disais qu'il avait plusieurs copines. Je me permettrais pas. On ne sait pas, on le connaît pas. Mais en tout cas, il arrive à enchaîner tout ça. Mais non content, en plus d'être un athlète accompli, un combattant de MMA, c'est aussi un homme de style. Après, entre deux entraînements avec Théo Ulrich ou Michael Adjarouche à la School Academy, comme je l'ai dit en début de chronique, il trouve le temps de faire des shootings photos. Tout simplement. Donc, avec son emploi du 30 minutes, il a le temps de faire des photos. Et Sacha, je t'invite à en prendre de la graine parce que j'ai vu ton shooting photo que tu as fait pour RMC Sport, tout ce qui est petites vignettes. Je pense que tu devrais lui demander conseil. Mais gros, moi, j'ai pas ce physique. C'est-à-dire que même si je prends des très belles photos, je peux pas faire ça. Alors là, je suis désolé, mais oui. Là je pense, non seulement il est fort à la bagarre, mais en plus... Voilà, un M1 et des photos, mais que demander de plus pour Amaury Wakosabo. Et le but, c'est qu'on le kiffe à la fin ou qu'on le déteste ? Parce que moi, je commence à être jaloux, là. Alors, moi, je tiens à te le dire, je suis très jaloux du bonhomme. Alors, vraiment. Mais en plus de ça, donc, c'est pas seulement un homme qui collectionne les diplômes et les photos stylées, il collectionne aussi les titres. C'est un combattant de MMA. Alors, il a été champion amateur de l'AEF, comme tu l'as dit, devenu AEC en moins de 77 kilos. Il a de multiples médailles en judo normal, comme j'avais dit, ceinture noire, première dan. Comme on l'a dit, il a eu surtout des médailles en France, en Europe et aussi à l'international. Il a aussi remporté l'Os Grappling en moins de 84 kilos. Et là, on revoit son combat. J'y à ce combat. T'y fus à ce combat ? C'est quand il remporte la ceinture à la EF5 des moins de 77 kilos. Je pensais que c'était le 4. Pardon. Voilà, quand il remporte la ceinture, et c'est son 3e combat pro en MMA, et il est déjà au KSW. Comme quoi, la carrière va si vite. C'est ouf. Et à ce rythme-là, je pense que l'UFC, c'est après le dessert, mais bon, vu le corps qu'il a, ça m'étonnerait qu'il prenne beaucoup de desserts. C'est une fusée, en gros, Amaury Wakosabo, que tu es en train de nous présenter. Bah, pour moi, c'est l'homme idéal. Ouais. Enfin, voilà, j'en dis peut-être un peu trop, mais pour moi, c'est l'homme idéal. Comment ? Il a quel âge ? Il a 25 ans. Ouais, il est jeune en plus. Incroyable. Ouais, il est encore, et puis il a une tête bien faite et surtout une tête bien pleine, Amaury Wakosabo. Pourquoi faut le suivre ? Alors voilà, j'allais en venir. Pourquoi faut le suivre ? Alors, si on devait résumer Amaury Wakosabo, comme on était en train de le dire Sacha, c'est vraiment le mec que t'invites chez toi, il mange chez toi, et quand il s'en va, ta mère te regarde et te dit « Mais pourquoi toi, t'es pas devenu comme lui ?» Tout le temps. Et tu veux dire quoi ? Pardon maman, c'est la seule phrase que j'ai envie de lui dire. J'aurais dû être comme Amaury Wakosabo, mais j'ai préféré faire du théâtre que prendre des coups dans la tête. Chacun son choix. Mais surtout, blague à part, alors, comme on l'a dit, il sera sur la carte du KSW 101. Il affrontera Rebatch en moins de 73 kilos. Donc il était en moins de 77. Il a envie de descendre. Donc il va tout doucement, vraiment, c'est quelqu'un de réfléchi. Il fait d'abord en moins de 73 kilos, puis ensuite
pourquoi pas, descendre en moins de 70 kg en 2025. Il sera sur la carte du KSW 101, sur la carte de Parnasse contre Varela. Très joli film d'ailleurs, hein. C'est pas parce que je l'ai fait, mais c'est surtout un très très bon film. On a plein d'exclusivité. Allez voir surtout les interviews, comme le disait Sacha, sur YouTube. Elles seront toutes disponibles, dont l'interview d'Amaury Wakosabo que tu as fait vendredi, c'est ça? Ouais, j'ai hâte qu'elle sorte. Je sais pas si ce sera aussi bien raconté que ce que tu viens de faire, mais ça va sortir à un moment, ouais. Alors, surtout, si j'ai eu envie de parler d'Amaury Wakosabo, c'est peut-être une phrase, peut-être un peu bateau, mais je le trouve différent. Voilà, mais vraiment dans le bon terme, parce que déjà un combattant qui maîtrise autant le combat que la grammaire européenne, ça court pas vraiment les rues, surtout allemande. Hein. C'est ça surtout qui m'a choqué dans son CV. J'ai fait allemand LV1, mon gars, je peux te dire que c'est pas des bons souvenirs. Alors, je ne sais pas si vous avez fait allemand LV1, en tout cas moi j'ai fait espagnol, j'ai pas osé. J'ai fait espagnol aussi, j'ai pas osé. Alors, j'ai pas osé prendre l'Allemagne, mais c'est surtout son style de combat, c'est sa résilience qui est impressionnante, son style qui est explosif, et pour moi son parcours est très inspirant. Entre ses ambitions internationales, bien évidemment, il veut aller à l'UFC et gagner énormément de ceintures, et sa personnalité, ça a été dur, hein, sa personnalité attachante. Amaury, c'est surtout une pépite qui ne demande qu'à briller, et on verra s'il brillera dès la semaine prochaine au KSW 101. Bah écoute, bravo Anto, merci pour cette petite chronique sur Amaury Wakosabo. C'est magnifique. T'as aimé? Bah, j'ai envie de suivre Amaury Wakosabo partout. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Est-ce que Amaury Wakosabo, vous avez envie de voir son combat la semaine prochaine? Carrément. C'est ouf. Et en fait, on a envie que tu nous racontes tous notre vie comme ça maintenant. C'est possible vrai, ou pas? On n'a pas été introduit par toi. Ouais, grave. Parce que vous avez... Ah bah sympa pour moi. La bastos comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est une balle gratuite, mais non. Ouais. Vous avez été invité sur le plateau, lui il est pas là, moi je parle que des absents. Ouais. Bah écoute, merci Amaury Wakosabo, franchement, moi je suis hypé. Je pense pour ton combat. Je pense que son combat pourrait être disponible gratuitement sur Twitch dans la première partie du KSW. J'en dis pas plus parce que la carte principale est sur MC Sport pour les abonnés, mais je pense qu'il y a moyen qu'on soit très nombreux à le découvrir. Merci encore Anto. Mais de rien, avec plaisir. Merci de m'avoir invité dans ton émission en tout cas. Bah, c'est pas mon émission, hein, c'est ton canapé aussi. On va regarder un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Il y a un dernier rendez-vous qu'il faut vous teaser, c'est le lendemain du KSW Paris. C'est le PEF 6, les amis. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est une des seules organisations qui est 100% amateur. Donc, je vais dire que c'est la plus grande organisation amateur qui reste en activité. 6e événement, c'est la première fois qu'ils viennent à Paris. Je vous dis rapidement les noms. Hamza Diallo, c'est une des nouvelles pépites de la Hatch Academy. Vous ne le connaissez peut-être pas ou sans doute pas. Vous allez apprendre à le connaître. Il est très, très bon. Océane Sanson, championne du monde amateur, et qui a été couronnée cette année, qu'il faut absolument suivre. Elohim Trèfle. Il y a encore plein d'autres noms. Ravage, qui est un ancien vice-champion de France de lutte, qui s'est mis au MMA, qui n'a jamais... qui n'a pas connu beaucoup de défaites en MMA amateur. Et encore, il y a plein d'autres talents à découvrir sur cette carte du PEF 6. On va pas tout de suite se dire au revoir. On va mettre nos invités sur le grill une dernière fois en guise de remerciement. On va leur demander à chacun de choisir un nom, là dans le chat, si vous arrivez à le lire. Et le nom que vous trouvez gagne des places pour le KSW Paris. C'est quand même assez beau comme système. Alors, est-ce qu'il y a un nom qui vous inspire? Alors là, dès maintenant, ou on leur laisse un petit peu tu peux prendre le temps de t'exprimer. Moi, je peux toujours combler. Moi, j'en ai un, moi. C'est qui? Jack Vador. Jack Vador. Ok. Je sais pas si vous le trouvez. Ah, sympa. Où il est, Jack Vador? Jack Vador. Il était plus en haut. Ouais, Jack Vador, tu nous envoies un petit chuchotement sur Twitch et on va t'envoyer des places. Tu nous laisses une adresse mail et on t'envoie ça. Est-ce que tu as choisi quelqu'un, Morgane? Ah là, ils sont tous en train de. Tout le monde gagne, ça pense à écrire. Alors, qui veut une place? Qui veut une place? Ah, le chat, c'est le moment. Hein. C'est le moment d'envoyer des messages. Allez, j'en choisis un. Ah, ça s'active. Les abonnés à MC Sport, on n'a pas encore trouvé de système pour que vous les gagniez, mais on va trouver quelque chose. Vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Allez, j'en ai vu un là. Kimo31W, si je dis pas de bêtises. Kimo31W. Qui a demandé une place. C'est pareil, tu envoies un chuchotement, si tu ne sais pas comment faire. Tu cliques sur MC Sport, tu fais envoyer un message chuchotement et tu vas faire ça. Anto, tu vas aussi être sur le grill. Tu vas faire gagner le livre d'Alexandre Herbinet. Oh oui, trop bien. Bah, vas-y, tu choisis quelqu'un, mon grand. Et ça alors, comment? Avec plaisir, Kimo. Alors, qui je vais faire gagner? Déjà, qui veut le livre d'Alexandre Herbinet? Parce que ça se trouve, il y a des gens... Moi, je le veux bien. C'est sur l'année 2024 de MMA, l'année de tous les possibles, parce qu'il s'est passé énormément de choses sur la planète.
Allez, voilà, le M de Vegeta, j'étais obligé. J'ai fait une chronique sur Goku, j'étais obligé de... Le M de Vegeta. Bien vu. Donc n'hésitez pas à envoyer un chuchotement. De toute façon, on va noter vos blazes pour pouvoir vous envoyer ça, bien évidemment. Donc les places seront envoyées par mail. Le livre ne sera pas envoyé par mail parce que ça n'a aucun sens de faire ça, tout simplement. On remercie encore une fois Morgane Dehaye d'être venue, puisqu'on le rappelle, t'es pas souvent sur Paris, mais très content de t'avoir eu. Mais de plus en plus, donc... Ouais, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Sacha pour l'invitation. On va teaser ton combat, on rappelle, tu vas combattre sur la carte du Hexagone MMA à Nantes en début d'année. J'ai plus la date en tête. 1er février. 1er février à Nantes. Ah ouais, en même temps que... Le même jour que l'UFC, avec la grosse carte. Ouais, c'est bien, on va se mettre un donc petit ça double vous fait écran. mon combat pour vous mettre dans l'ambiance et ensuite... C'est parfait ça. l'UFC pour finir en dessert. Merci Morgane, allez lui donner de la force sur les réseaux. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Ce qu'elle envoie dans la cage, c'est quand même assez spectaculaire. Merci François Maubert de nous avoir accompagné. Le kiné de guerre de tous les combattants français. Morgane qui va consulter bientôt. Enfin non, on l'espère pas parce que ça va dire que t'es blessé. Je le souhaite mais pas. Pour une prépa. Non, si on me voit, c'est mauvais signe. C'est bon à savoir. Non, c'est mauvais signe. Merci en tout cas. De rien. On rappelle que t'opères pas très loin d'ici, dans le caserne. Tout combattant qui souhaite consulter, vous allez voir François Insta Maubert. aussi. Ouais, dispo sur Insta. Et puis avec des exercices très propres au combat. Il y a vraiment toute une logique dans ta manière de travailler autour de ça. C'est ça, tout est orienté sport de combat et combattant. Et t'es un des seuls de France à être vraiment dans cette spécificité. Je suis le seul. Voilà. C'est-à-dire que il y a 80% de mes patients, c'est que des combattants. Il y a Rémi Physio aussi qui est dedans. Mais voilà, c'est vrai que je suis le seul dans le game. Merci pour ce que tu fais. En tout cas, c'était super de pouvoir profiter de tes lumières. Et remercie encore une fois Anthony Sterpini. Moi, je vous le dis, c'est mon chouchou. C'est peut-être l'un des journalistes créateurs autour du MMA les plus sous-cotés de France. Et c'était un plaisir. Bah ouais, je le dis, mon gars, je te fais la pub. Et c'était un plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur ce deuxième épisode. N'hésitez pas à faire exploser le replay qui sera dispo sur YouTube, des pouces bleus, des commentaires, même des suggestions si vous le voulez. Et passez une bonne soirée, un bon début de semaine. J'espère que vous avez kiffé l'émission. Et on se retrouve très vite sur AMC Sport 1 pour plus de combats et sur la chaîne Twitch AMC Sport, les amis. Allez, ciao à tous.